Dans le monde du catch et des sports de combat, peu de noms inspirent autant de respect et de crainte que celui de Brock Lesnar. Surnommé la bête incarnée, Lesnar a marqué de son empreinte chaque discipline qu'il a touchée, qu'il s'agisse de la WWE, de l'UFC ou même du football américain. Doté d'une puissance brute, d'une agilité surprenante pour un homme de sa taille et d'une intensité inégalée, il est devenu l'incarnation même de la domination. Mais Brock Lesnar, ce n'est pas qu'un physique impressionnant ou une carrière ornée de titres prestigieux. C'est aussi une personnalité énigmatique et une trajectoire hors norme, de ses débuts éclatants dans les arènes universitaires à son règne en tant que champion du monde. Préparez-vous à plonger dans l'histoire fascinante de celui qu'on surnomme la bête, Brock Lesnar. Brock Edward Lesnar est né le 12 juillet 1977 à Webster dans le Dakota du Sud dans une famille d'origine allemande, fils de Stephanie et Richard Lesnar. À sa naissance, le garçon était le troisième fils après Troy et Chad. Il avait également une sœur cadette, Brandy. Toute l'enfance de Brock s'est déroulée selon une routine typique pour les personnes qui tiennent un foyer et travaillent dans une ferme laitière du matin au soir. Dès sa naissance, le garçon était habitué au travail acharné. Les jours laborieux du petit Lesnar lui ont continuellement enseigné la discipline et la détermination. Pendant cette période, le garçon a appris une chose simple, il n'y a pas de résultat sans effort et seule une immersion complète dans le processus apportera des fruits à l'avenir. Même si les parents de Brock possédaient leur propre ferme, la famille Lesnar n'était pas du tout riche. Ils n'avaient même pas leur propre télévision et les seules choses auxquelles les enfants étaient habitués à un si jeune âge étaient le travail et les études. C'est ainsi que le futur champion du monde se remémore cette époque dans son livre The Clutch, coécrit avec son grand ami et manager à travers ses différentes carrières, Paul Heyman. Je n'ai pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Je n'ai pas grandi comme beaucoup de gens pensent, en tant qu'athlète gâté qui a été chouchouté tout au long de l'école et à qui tout était servi sur un plateau. J'ai grandi pauvre dans une ferme laitière du Dakota du Sud et j'ai dû travailler pour tout obtenir. Le principal divertissement des enfants, en dehors des tâches ménagères constantes, était le sport, en particulier la lutte. À l'âge de 5 ans, Brock a commencé à comprendre les bases de ce sport et ses parents méritent le plus de crédit pour ça. Comme Lesnar le dit dans son livre, ses parents n'étaient pas comme les voisins et autres fermiers qui ne voulaient rien faire d'autre que s'occuper du bétail toute la journée. Ils ont inculqué à leurs enfants l'amour du sport et des compétitions, ils ont forgé leur caractère et ont essayé de leur fournir tout ce qu'ils pouvaient. Par la suite, tous les enfants de Stephanie et Richard Lesnar ont réussi à obtenir des résultats décents dans diverses disciplines, mais l'athlète le plus remarquable et le plus réussi s'est avéré être Brock. Les parents mettaient beaucoup de pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent dans le sport, qu'ils en aient l'intention ou non. Certains enfants peuvent gérer cette pression et être à la hauteur des attentes de leurs parents, d'autres non et échouent. Ce n'était pas comme si on me donnait le choix, je devais gagner. Et c'est vrai, dès le moment où la mère de notre héros l'a emmené à l'entraînement de lutte à l'âge de 5 ans, elle voyageait constamment avec lui aux compétitions et essayait de forger son caractère d'acier, n'acceptant aucune excuse et insistant sur le fait qu'il devait être le meilleur. Voici comment Brock la citait. La deuxième place est comme une défaite. De plus, personne ne grondait le garçon pour les défaites occasionnelles. Bien sûr, Lesnar ne voyait ni joie ni soutien, mais on lui disait que s'il ne voulait pas ressentir ce qu'il ressentait maintenant la semaine prochaine, il devait gagner. Et quand cela arrivait, personne ne célébrait. On disait au garçon qu'il faisait du bon travail et que dans 7 jours, il devait faire la même chose. Et il considérait cela comme une évidence. Ma mère n'acceptait aucune excuse. Si je perdais, c'était ma faute, point final. Je ne pouvais pas blâmer un arbitre pour une défaite et il n'y avait pas de coéquipier pour me décevoir. C'était juste moi et l'autre gamin sur le tapis. Un gagnant, un perdant, l'issue dépendait de moi et de moi seul. En dehors des entraînements de lutte, Brock essayait de progresser dans de nombreux aspects, soutenu par le temps et une éthique de travail stricte et développée au fil des années. Mais clarifions une chose immédiatement, en regardant Brock Lesnar aujourd'hui, on a l'impression qu'il a toujours été aussi imposant depuis sa naissance. Mais ce n'était pas du tout le cas. En progressant dans les rangs du lycée, je n'ai jamais été un monstre de quelque manière que ce soit. J'essayais simplement de grandir et de m'épanouir, mais cette lutte est devenue un énorme avantage pour moi. Quand je devais lutter dans les catégories de 46 kg ou de 68 kg, j'ai développé les mouvements et la rapidité d'un lutteur de poids léger. Quand je suis passé à la catégorie des poids lourds, j'avais toujours ces mouvements et j'étais rapide. Si j'avais toujours été grand, je me serais probablement reposé uniquement sur ma force et ma taille, et je n'aurais jamais appris à bouger comme je le fais maintenant. They brought in guys like Brock Lesnar, and next thing you know, Minnesota really believed they were supposed to be national champions. We found, I like to say found, Brock Lesnar in North Dakota at the Bison Open. And he was on a mat across the gym, and he was wrestling a guy from Nebraska who just beat Shelton Benjamin, who was our
All-American heavyweight. And I was on the other side of the gym and I could hear boom, boom, and and people were literally like, you could hear them kind of in an uproar. And I looked across and Brock was throwing that Nebraska guy around and he pinned him, and I looked across the gym and Jade looked back at me and we're like, what is that? Au fil des années de compétition, ce jeune a accumulé de nombreux prix et places honorables. Par exemple, au lycée, il a pris la 3e place au championnat de lutte de l'État. Ensuite, il s'est inscrit au Bismarck State College où en 1997, en tant que freshman, il a pris la 5e place dans la catégorie des 124 kg de la National Junior College Athletic Association. En 1998, il a remporté le championnat dans la même catégorie de poids. Après 2 années d'études, Lesnar a déménagé à l'université du Minnesota avec une bourse de lutte où il a vécu avec son futur collègue Shelton Benjamin. Pour combiner son régime d'entraînement, gagner de l'argent pour la nourriture et le logement, ainsi que suivre des cours à l'université, Lesnar devait travailler du matin au soir. Il partageait un petit grenier sale dans la maison d'un ami et demandait à ses camarades de classe de lui prêter des livres car il ne pouvait pas se les permettre lui-même. Un cas particulier qui s'est avéré être un tournant dans la carrière de Lesnar et qui l'a façonné en qui il est aujourd'hui mérite une mention spéciale. Juste au moment où il s'installait dans sa routine, Guy Robinson l'a appelé et lui a dit qu'il y avait un problème. Ils essayaient de l'inscrire à l'université pour l'automne, mais son relevé de notes de junior college manquait de 24 crédits par rapport au minimum requis pour être éligible au transfert. Vous plaisantez ? J'étais furieux. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que vous aviez tous mes relevés de notes et vous avez vu quel cours. J'avais 19 ans et je me suis tourné vers les entraîneurs de lutte leur disant « c'est quelque chose que vous auriez dû voir immédiatement ». Mais là, ils étaient assis dans le bureau de Jay et il me dit que j'avais 24 crédits en moins. Pouvez-vous le croire ? Après tout ce que j'avais traversé, je n'allais pas abandonner mon rêve. Je ne laisserais pas le système me battre. J'allais prendre le contrôle de mon propre destin. Malheureusement, les sessions d'été avaient déjà commencé dans la plupart des écoles. Heureusement, à Susanville, en Californie, il y avait une institution qui a pu l'aider à obtenir les crédits nécessaires. Cela a pris du temps, de l'argent et beaucoup de stress, mais cela en valait la peine. En 1999, il a finalement réussi à intégrer l'équipe nationale du Minnesota et à obtenir une place dans l'équipe de lutte. Sa première tentative pour une victoire tant désirée s'est soldée par un échec. Il a perdu contre Steven Neal, prenant la 2e place. Les compétitions ont continué, menant au tournoi de la conférence Big Ten où Lesnar a d'abord perdu contre West End avec un score de 5-4. Cette défaite l'a maintenu en alerte, l'empêchant de trouver la paix. Il s'est entraîné comme un fou, n'ayant qu'un seul objectif en tête et rien d'autre. Quand je regarde en arrière, cette défaite a été la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Ça m'a fait travailler plus dur que jamais auparavant et ça m'a permis de me concentrer sur le parcours du Big Ten, qui était le dernier match important avant les championnats NCAA, 2 semaines après ma seule défaite. J'ai remporté le championnat Big Ten en battant West End en finale 2-1. Une année entière s'était écoulée depuis que Brock Lesnar avait perdu contre Steven Neal. Cette fois-ci, c'était sa dernière chance de devenir champion poids lourd de division 1. En chemin vers cette opportunité tant attendue, il a traversé de nombreux défis, obstacles et blessures impossibles à énumérer même en quelques paragraphes. Avant l'événement réel, Brock ne pouvait pas dormir de toute la nuit, anxieux à l'idée du moment crucial qui approchait. Et finalement, le moment tant attendu est arrivé. This year, I know the feeling and I know what's to be expected and I want to have fun tonight, I just want to have some fun and enjoy myself. It's my last collegiate match and why not just lay it all out there and have fun with it. 64 gars ont été invités au tournoi NCAA. Après plusieurs matchs, 62 étaient éliminés et le décor était planté. Brock Lesnar a affronté West End pour la 3e et dernière fois. Je peux vous dire que c'était un match à couper le souffle. Nous nous sommes battus comme des dingues et avons fini par être à égalité, alors le match est passé en prolongation. J'ai essayé de changer de position, je l'ai retourné avec un mouvement de hanche et j'ai réussi à m'échapper avec 9 secondes restantes. 1 point pour Lesnar, je l'ai fait. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, tous ces sacrifices, la dévotion, la douleur, les espoirs et les rêves de ma famille qui ont sacrifié avec moi, c'était le moment pour lequel nous nous sommes battus pendant des années. Tous ces efforts ont abouti à un bref instant où j'étais officiellement déclaré champion de la division 1 du championnat de lutte poids lourd NCAA. I knew it'd be close. I didn't want it to make it that close. I didn't want none of that, I wanted to get the first takedown, but I'll take the win. I'm so happy. I've worked hard. Wes is a competitor. I've enjoyed wrestling Wes, but I know I deserve it more than he did. À la fin, Brock Lesnar a terminé sa carrière amateur en tant que double champion NJCAA All-American en 1998, champion poids lourd NJCAA en 1998, double champion All-American NCAA, double champion de la conférence Big Ten et champion poids lourd NCAA en 2000, avec un bilan de 106 victoires pour 5 défaites en seulement 4 ans de collège. Brock is a freak of nature.
and there's no other way to describe him. He's the most talented, most gifted athlete I've ever seen in my life. Look like a killing machine, don't I? Born to fight to kill, but ready to die, but I never will. Après avoir réalisé le rêve de sa vie, Brock Lesnar a rapidement changé de cap. Malgré ses capacités physiques, son expérience et ses réussites en lutte, la future star de la lutte professionnelle ne voulait plus continuer dans ce sport ni participer aux Jeux Olympiques qui se déroulaient précisément en 2000. Après avoir terminé ses études, il a pris la ferme décision de sortir de la pauvreté et des dettes constantes. Il voulait monétiser son potentiel le plus rapidement possible. Pendant qu'il concourait à la National Junior College Athletic Association, il a attiré l'attention de certains agents de la plus grande organisation de divertissement sportif, la WWF, la World Wrestling Federation. Après de courtes négociations avec l'avocat de Brock, fourni par son collège, les parties ont convenu d'une rencontre. Voici comment Brock lui-même a motivé cette décision. Je n'avais même pas regardé 5 minutes de catch dans ma vie. Tout ce que je savais, c'était que j'étais un gamin pauvre avec des prêts étudiants et on me proposait plus d'argent que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. Brock Lesnar s'est alors lancé dans le cirque de la World Wrestling Federation. La carrière du Next Big Thing à la WWE marque le début de quelque chose de nouveau et d'unique dans l'industrie du divertissement. En fait, simplement avoir l'opportunité de signer un contrat avec un géant du marché à un si jeune âge était en soi une grande chance. Cela a complètement bouleversé sa vie du jour au lendemain et l'a fait devenir une idole pour des millions de personnes, surtout à une époque où le catch était loin de toutes les restrictions PG actuelles. Les spectateurs s'asseyaient devant leur télévision ou achetaient un billet pour assister à un show et profiter simplement du spectacle. Mais chaque industrie a son revers de la médaille, et si vous ne savez pas de quoi nous parlons, voici la citation de Brock. Alors que Vince et son équipe m'expliquaient à quoi je pouvais m'attendre dans la WWE, Dior s'est penché sur la table, m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec son accent d'Oklahoma « Monsieur Lesnar, il y a 3 choses que nous prenons très au sérieux dans cette entreprise. La foi, la famille et la fédération. » Je ne savais pas du tout de quoi il parlait, alors j'ai simplement hoché la tête en faisant semblant de comprendre. J'ai fini par comprendre après quelques années sur la route, parce qu'à ce moment-là, je pensais avoir perdu ma foi. Je n'avais pas de famille parce que j'étais sur la route 300 jours par an et tout ce que j'avais, c'était la fédération. C'est ainsi que Vince McMahon finit par posséder tous ces gars. Tout ce qu'ils ont, c'est cette entreprise, ce business. Tout ce qu'ils ont, c'est ce que Vince leur permet d'avoir. Ils possèdent leur carrière et leur carrière deviennent leur vie. C'est un cycle vicieux. Ces gars sacrifient et sacrifient encore, puis ils réussissent. Ce qui signifie qu'ils doivent travailler 300 jours par an dans une ville différente chaque nuit. C'est à ce moment-là qu'ils perdent leur maison et leur famille, ils finissent par se tuer à la tâche pour payer des maisons qu'ils visitent rarement, pour des enfants qu'ils ne voient jamais et pour des ex-femmes et encore des ex-femmes. Le lendemain de WrestleMania 18 en 2002, après s'être formé à l'Ohio Valley Wrestling faisant partie de la célèbre classe de 2002, Lesnar fait ses débuts officiels sur le roster principal en intervenant dans un affrontement hardcore à Monday Night Raw aux côtés de Paul Heyman de retour qui lui donnait des instructions. Lesnar a rapidement dominé Maven, Al Snow et Spike Dudley, démontrant sa présence terrifiante sur le ring. Ces attaques se sont poursuivies au cours des émissions suivantes et lors de la draft en 2002, le général manager de Raw, Ric Flair, a choisi le prodige de 24 ans pour rejoindre son show. Son premier match télévisé a eu lieu à Backlash 2002 où il a battu Jeff Hardy par KO technique. Dès ses débuts, Lesnar a été présenté comme une force destructrice comparable à Goldberg, nom parfois chanté par les fans de la WWE. Moins de 3 mois après ses débuts, Lesnar a remporté son premier titre, celui de King of the Ring, en battant Bubba Ray Dudley lors d'un match de qualification. Lesnar a ensuite vaincu Booker T en quart de finale avant de se défaire de Test et Rob Van Dam successivement lors de la soirée du pay-per-view nommée en son honneur. Sa victoire dans ce tournoi lui a valu une opportunité pour le titre de champion de la WWE à SummerSlam. Mais avant ça, il s'est concentré sur un combat pour le titre intercontinental contre Rob Van Dam lors du pay-per-view Vengeance en juillet. Malheureusement, Van Dam l'a battu par disqualification pour conserver son titre, bien que le bilan de Lesnar soit autrement impeccable. The Rock est devenu champion de la compagnie pour la 7e fois à ce stade, plaçant les deux athlètes plus grands que nature sur une trajectoire de collision pour SummerSlam. La construction de ce match a mis en avant la formation de chaque homme sous forme de vidéo, montrant Lesnar comme un véritable phénomène alors qu'il courait en portant un arbre déraciné et prenait un bain de glace après l'entraînement, submergeant presque tout son corps dans l'eau glaciale. Le match de SummerSlam était pour toute fin utile une passation de flambeau, alors que Lesnar mettait fin proprement au règne du Rock pour devenir le plus jeune champion de la WWE de tous les temps à seulement 25 ans. When I won, the first thing that went through my mind was when I saw my parents backstage for them to come up and congratulate me, and my mom was shaking and smiling, and then I wanted them to be a part of it. Après SummerSlam, Lesnar est passé à SmackDown avec le titre, le rendant exclusif à ce show. Il a alors entamé une rivalité avec l'Undertaker, culminant avec un match sans décision à Unforgiven.
Malgré quelques éléments notoires impliquant la femme de l'Undertaker à l'époque, Sarah, Lesnar et le Deadman ont mis de côté ces distractions pour se concentrer sur une brutalité pure et simple en octobre lors de No Mercy. Ce fut l'un des matchs Hell in a Cell les plus grands et les plus sanglants de tous les temps, dans lequel Lesnar a survécu à l'Undertaker après avoir inversé un Tombstone Piledriver en F5 afin de remporter la victoire. À ce stade, la popularité de Lesnar était à son apogée et il a été décidé de le transformer en babyface. Pour faciliter ce changement, la WWE a controversialement fait perdre à Lesnar son titre lors des Survivor Series à l'intérieur du Madison Square Garden où il a été battu par Big Show après que son manager Paul Heyman ait trahi sa confiance. Heyman a également ajouté secrètement une clause au contrat qui empêchait Lesnar d'obtenir une revanche. Donc le next big thing a alors aidé Kurt Angle à vaincre Big Show pour le titre à Armageddon en décembre. Néanmoins, Angle, qui avait promis à Lesnar une opportunité s'il gagnait, a pris Heyman comme manager et a refusé à Brock sa chance, en utilisant la team Angle composée de Shelton Benjamin et Charlie Haas pour le tenir à distance. Lesnar a finalement trouvé une solution lors du Royal Rumble 2003 où il a battu Big Show dans un match qualificatif avant de remporter le Rumble lui-même en éliminant en dernier l'Undertaker. Cela a fait de Lesnar le seul à avoir remporté le King of the Ring, le Royal Rumble et le titre WWE dans l'année suivant ses débuts dans le roster principal. La route était tracée pour WrestleMania 19 où Lesnar a obtenu son match pour le titre contre une légende de la lutte amateur, Kurt Angle. I have great respect for Kurt Angle. Put it this way, in 1996 when he won the gold medal, I was graduating high school. I mean, he was the best of the best as an amateur wrestler. And he was a guy that I wanted to be like, but also wanted to wrestle and also wanted to beat. Just to see a hang with him, you know. À ce moment-là, l'impression qu'il a laissée sur les patrons de la compagnie durant ses années de lutte a grandi encore plus depuis que Lesnar est arrivé à la WWE. Son physique a impressionné absolument tout le monde qui a eu l'opportunité de voir ses talents. Pensez-y, un monstre de 1m91 et 130 kg bouge comme s'il faisait partie des poids légers et lance des gars énormes à travers le ring avec une puissance énorme. Mais l'atout maître de Brock était une technique appelée le Shooting Star Press, un saut périlleux arrière depuis la 3e corde qui a stupéfié tout le monde à l'arène. De telles techniques sont courantes pour les athlètes plus légers, mais voir ce poids lourd le faire était incroyable. Cependant, lorsqu'il l'a exécuté lors du main event de WrestleMania 19 contre Kurt Angle pour terminer le match en beauté, tout a tourné différemment. À la fin du match, les catcheurs étaient fatigués et les cordes glissantes de transpiration. En conséquence, Brock n'a pas pu terminer la rotation dans les airs et est tombé à plat sur le ring. De plus, il a heurté sa tête contre le corps de Kurt et s'est blessé au cou. Ce botch aurait pu mettre fin à sa carrière et à sa capacité de se déplacer dans le futur. Le match s'est néanmoins avéré être un chef-d'œuvre de lutte, malgré un moment tragique offrant à Lesnar une commotion cérébrale suivie d'une victoire réussie avec son F5. Yeah, there's still human beings in the ring flying around risking their lives is what's going on. I mean, if you can't see that, you're very ignorant. I mean, there's, you know, I wrestled many matches, injured, got injured. You know, there's a high risk in pro wrestling. I mean, it's that ring is not just, you know, mom's California king-size bed with some baler twine going around it. I mean, you land, you know, it's a physical ring, you know. These guys are going out, and I was one of them, going out and slamming people and coming off the top rope and doing all these things, and I got injured for it, you know. Son prochain défi est venu sous la forme de John Cena, également diplômé de l'OVW, mais Lesnar a d'abord dû le battre lors du pay-per-view Backlash avant de passer une vieille rivalité avec le Big Show. Mais ce ne serait pas la dernière fois que Cena et Lesnar croiseront leur chemin. Après ça, Lesnar a défendu son titre dans un stretcher match contre le Big Show à Judgment Day, conservant sa ceinture. Un match plus célèbre entre les deux a eu lieu en juin lors d'un épisode de SmackDown où aucun des deux hommes n'a remporté la victoire. C'était parce que Lesnar avait porté une superplex sur Show et brisé le ring en retombant, succombant au poids des deux hommes dans une scène mémorable. Lesnar a perdu son titre lors du pay-per-view Vengeance de juillet face à Kurt Angle, redevenu babyface dans un match triple menace, faisant ainsi son retour en tant que heel et s'associant avec Vince McMahon. Malgré les efforts de McMahon, Lesnar n'a pas réussi à récupérer le titre contre Angle à SummerSlam. En conséquence, Lesnar a brutalisé d'autres membres du roster, y compris Zach Gowen, avant d'avoir une autre chance contre Angle, cette fois-ci dans un match Iron Man à SmackDown. Dans la dernière phase, Angle a pris le dessus avec son ankle lock, mais Brock a tenu bon pour remporter le match à 5 pins à 4, décrochant ainsi la ceinture pour la 3e fois. Cet affrontement est toujours considéré à ce jour comme l'un des meilleurs matchs de l'histoire de SmackDown. Lesnar a dominé le reste de l'année 2003, repoussant les défis de l'Undertaker et de Chris Benoit avant de décimer Hardcore Holly. Il a ensuite perdu le titre face aux favoris des fans dans l'émotionnel match contre Eddie Guerrero à No Way Out et s'est engagé dans une rivalité avec Goldberg, son quasi-double. Excepté que Goldberg était plus âgé et avait moins de cheveux, mais tous deux étaient des machines de guerre.
Mais à ce moment-là, Lesnar, fatigué du calendrier de voyage intense de la WWE et confronté à des problèmes de Vicodin et d'alcool qu'il avait utilisé pour gérer sa douleur, a annoncé 2 semaines avant son affrontement avec Goldberg à WrestleMania 20 qu'il quittait la WWE. Une décision qui a complètement ruiné la construction et les attentes du match, sachant qu'une revanche ne verrait jamais le jour. Il a terminé son parcours cette nuit-là en perdant face à Goldberg sous les yeux impitoyables du Madison Square Garden. Mais faisons un grand retour en arrière pour comprendre son choix. L'argent, la célébrité, la popularité, les acclamations bruyantes et les applaudissements constants dans l'arène à chaque nouvelle ville, tout cela était génial bien sûr. Qui aurait rejeté cela, n'est-ce pas? Mais il a accepté l'accord avec l'organisation pour un seul but, gagner suffisamment d'argent pour offrir à sa famille un niveau de vie décent et faire tout pour ne jamais être dans le besoin. La première année de Lesnar dans la grande organisation de catch ne peut être décrite comme une percée fulgurante. En seulement 1 an depuis ses débuts à l'écran, Brock a transformé sa vie de manière radicale. Il travaillait sans relâche, enchaînait les performances et gagnait en conséquence, peut-être même plus que tous les autres gars de l'organisation réunis. En plus de cela, sa renommée a atteint un niveau incroyable grâce à une promotion active et à l'hype autour des grands noms de l'industrie. Le jeune rookie est devenu une machine à succès de la nouvelle génération, terrassant chaque légende du catch car c'était bon pour les affaires et surtout pour Brock lui-même. Plus il restait au sommet, plus il apparaissait fréquemment dans différents shows et participait au main event. L'échec pour ses performances arrivait régulièrement depuis que cet ancien étudiant universitaire avait signé son contrat. Malgré ça, il avait compris le sens de la foi, de la famille et de la fédération. Mais peu importe à quel point Lesnar était loin de son apogée dans sa carrière, il savait qu'il devait partir et le plus tôt serait le mieux. Peu importe les conditions et le salaire, il n'aimait pas l'idée de se produire régulièrement jusqu'à l'âge de 50 ans et de risquer sa santé, sans compter les autres traumatismes et blessures. Alors que mon premier WrestleMania approchait, je ressentais déjà le poids de la vie sur la route et sous les projecteurs. J'étais blessé même avant de perdre le titre face au Big Show, mes côtes étaient cassées et me faisaient un mal de chien. J'avais un ligament croisé postérieur déchiré au genou droit. Je volais vers une nouvelle ville chaque nuit, buvant de plus en plus de vodka et prenant de plus en plus de Vicodin juste pour atténuer la douleur. Ça devenait vite lassant. Je me disais sans cesse que je menais une vie que mes parents ne voudraient pas que je mène, et il y avait de bonnes raisons pour cela. Well, I think that was the early years of me when I was a young performer in the wrestling ring. You go through things in life such as you become rich and you become famous, and you're naive and you're young, and to top it all off, you're traveling 360 days a year. Although the wrestling is fake, but the things that go on in the ring is still a non-forgiving environment to be in. En réalité, il était très chanceux car il a rencontré les bonnes personnes sur son chemin qui ont réussi à lui faire comprendre qu'à un moment donné, le corps commence à lâcher et peu importe à quel point vous êtes bien placé, vous devez partir au bon moment et laisser la place à d'autres. Parce que la routine vous enveloppe et la routine du catch professionnel est une chose très dangereuse. Franchement, beaucoup de gens ne réalisent toujours pas ce que les catcheurs traversent s'ils parviennent à s'échapper des organisations locales et à se rendre à de tels géants que la WWE. Tout d'abord, comme l'a dit Brock lui-même, votre vie est entièrement contrôlée par la compagnie. Toute votre carrière dépend directement des décisions de l'organisation qui n'est pas toujours intéressée par votre propre opinion lors du choix du gimmick et d'autres attributs qui vous pousseront à vous associer à cette activité. Deuxièmement, travailler comme catcheur à la WWE ne se limite jamais à un horaire strict d'apparition lors de shows hebdomadaires ou mensuels comme beaucoup d'autres athlètes. Les catcheurs font la tournée avec leurs matchs et leurs performances dans des centaines de pays et de villes chaque année. Il y a beaucoup de catcheurs à temps partiel dans le catch, souvent ce sont les vétérans qui ont déjà consacré toute leur vie à prendre les lignes préparées et à changer constamment de gimmick au fil des ans. La plus grande partie de l'argent pour l'entreprise vient d'une jeune légion qui se réveille dans un nouvel endroit chaque jour pendant plus de 300 jours par an. Cela se transforme en un véritable jour de la marmotte avec des déménagements réguliers vers de nouveaux hôtels, des voitures louées et du personnel de service pour le bien de quelques dizaines de minutes devant la foule d'une ville quelconque. Troisièmement, c'est un sport extrêmement dangereux. Ceux qui connaissent un peu cette industrie le confirmeront. L'histoire connaît de nombreux athlètes qui ont dû mettre fin non seulement à leur carrière, mais aussi à leur vie normale en raison d'accidents et d'excès survenus à un certain moment. En plus de l'entraînement et de la vie personnelle, les catcheurs subissent chaque nuit des chocs incroyablement violents de différentes hauteurs et distances contre divers objets. Bien sûr, le niveau du show parle de lui-même grâce aux professionnels en charge, mais cela ne nie pas le fait que tous ces mouvements flashy et ces spots vivants semblent terriblement dangereux et en réalité c'est effectivement le cas. Demandez à n'importe quel ex-catcheur ayant au moins 10 ans d'expérience combien de micro-traumatismes et de dommages il a subi en jouant avec un emploi du temps varié. 5 soirs par semaine avec 2 jours de repos ou 6 jours par semaine avec 1 jour de repos dans l'équipe première avec des apparitions actives lors des house shows. Vous seriez surpris de voir combien de ces personnes sont contraintes de vivre sous antidouleurs et peut-être même sous des substances plus puissantes. Chaque jour est un nouveau jour et de nouveaux spectateurs vous attendent.
J'aurais facilement pu finir comme certains moins chanceux. J'avais commencé à prendre des pilules depuis un moment, juste pour atténuer la douleur d'être sur la route ou des blessures qui ne guérissent jamais vraiment, et j'ai commencé à boire de la vodka. Beaucoup de vodka. Je ne peux même pas vous dire exactement combien, mais c'était probablement une bouteille tous les 1 ou 2 jours avec quelques centaines de pilules contre la douleur chaque mois pour aller avec. Vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup d'histoires dans ce livre sur mes jours de catch professionnel? Parce que la vérité, c'est que je ne me souviens pas beaucoup de cette période de ma vie. Oui, les vendeurs voyagent beaucoup et sont souvent absents, mais ils ne se font pas body-slammer par des hommes de 130 kg, ne se déchirent pas les genoux en faisant un backflip du haut de la corde ou ne se font pas écraser les côtes, ne se font pas commotionner ou ne se font pas tordre les bras hors de leur choquet chaque nuit avant de se rendre à l'aéroport. Les catcheurs professionnels le font, et ils sont censés guérir dans l'avion, dormir quelques heures à l'hôtel, puis se présenter en forme le lendemain soir dans la ville suivante. Une longue série de blessures, d'euphémismes, de colère croissante et d'autres manipulations auxquelles l'organisation n'a pas hésité à recourir n'a laissé à Brock aucune option. Un jour, il s'est rendu dans le bureau de McMahon et l'a regardé droit dans les yeux en disant qu'il voulait quitter la WWE. Je sais que Vince était furieux. Dans son univers, j'étais ingrat, je me retournais, je lui crachais au visage. Mais ce n'est pas comme s'il ne l'avait pas vu venir. Combien de fois lui avais-je dit que j'avais besoin de temps libre ? Combien de fois lui avais-je dit que je n'étais pas heureux de ma vie ou de ce qu'elle me faisait ressentir? Vince avait toujours sa réponse toute faite, « Brock, tu es bien plus fort que ça ». Mais il ne s'agissait pas d'être fort, il s'agissait d'avoir une vie. Passer 1 an ou 2 à sauter de ville en ville, de bar en bar, de fille en fille, de Vicodine en Vicodine, de bouteille de vodka en bouteille de vodka, ce n'est pas une vie. Après cette conversation, l'entreprise a commencé à préparer progressivement le terrain pour la disparition de Lesnar des écrans de télévision et à lui retirer le titre selon le scénario, au plus près de WrestleMania 20 où Brock devait avoir son dernier match contre Bill Goldberg. Ils ont dû commencer une feud qui mènerait à un affrontement dans le main event. En plein milieu de la saison de travail, Vince McMahon a fait savoir à son employé qu'il était prêt à le laisser partir en paix avec un petit « mais ». Brock a dû signer un accord de résiliation de contrat et c'est là qu'il a fait une erreur qui aura un impact sévère sur son karma et sa santé mentale à l'avenir. Il a signé sans attendre la réponse de son avocat. Ce que je ne savais pas, parce que je n'ai pas attendu la réponse de mon avocat, c'est que tandis que mon contrat WWE comportait une clause de non-concurrence d'1 an, la libération que j'ai signée était bien différente. Simplement pour éviter les tracas des négociations d'avocats et tout ce qui se passe lorsqu'on quitte une entreprise. J'ai trouvé une libération qui indiquait que je ne pouvais pas apparaître pour aucune entreprise de catch, de combat ultime ou de divertissement sportif nulle part dans le monde jusqu'au milieu de 2010. Imaginez seulement, d'un simple coup de stylo, Brock Lesnar s'est mis lui-même en difficulté plus que quiconque. Il venait d'avoir 27 ans et maintenant à cause d'une seule clause et d'une signature, il se retrouvait sans emploi pendant les 6 prochaines années, alors que le pic de sa carrière se situait sur le banc. À la fin, après le match le plus ennuyeux de l'histoire de WrestleMania, Brock a quitté la WWE au printemps 2004. Tout d'abord, il a envisagé de changer de cap. Son désir de démarrer une carrière dans la NFL lui traversait l'esprit de temps en temps, c'est pourquoi il ne tenait pas en place. Quelques contacts du passé et le statut qu'il avait acquis grâce au catch ont aidé pour la phase finale et l'évaluation de ses capacités. Pendant un moment, tout se passait bien. Brock retrouvait la forme et semblait excellent aux côtés d'autres joueurs expérimentés. Mais un seul matin, tout a basculé. La raison était un accident de la route dans lequel Brock a été impliqué sur sa moto, subissant de graves blessures, dangereuses pour tout être humain et particulièrement pour un athlète. La seule chose qui l'a sauvé à ce moment-là était sa solide musculature qui a empêché le pire de se produire. La récupération a demandé beaucoup de temps et d'argent, ce qui a automatiquement éliminé toute opportunité dans le football américain. Après avoir quitté la WWE, les difficultés dans la vie de Brock ont continué de s'accumuler. Soudain, mes problèmes s'accumulaient, j'ai raté la NFL de peu, des problèmes avec l'IRS, une bataille judiciaire sur mes droits de visite concernant ma fille Mia, pas d'argent qui rentre et pas beaucoup d'options restantes à cause de cette stupide clause de non-concurrence avec la WWE. Je n'avais personne d'autre à blâmer que moi-même. Mes avocats m'avaient averti de ne pas signer cette clause de non-concurrence, mais j'étais pressé de partir. J'ai été imprudent et j'ai apposé ma signature sur ce bout de papier. Avec toute cette pression qui s'accumulait les unes sur les autres, j'étais déprimé chaque jour. Je buvais de plus en plus de vodka et avalais de plus en plus de Vicodine. C'est exactement là où j'en étais à la WWE, sauf que maintenant je ne gagnais plus autant d'argent. Je dépensais rapidement ce que j'avais et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. J'avais abandonné ma carrière de catch, donc cette porte était fermée et grâce à la clause de non-concurrence, toutes les autres portes aussi. La situation devenait vraiment mauvaise avec la malchance avec le football américain. Lesnar a alors commencé à examiner les options pour la suite. Un tas de problèmes l'ont presque entraîné dans un autre abîme, ce qui l'a poussé à se faire tatouer une épée sur le cou. Son avocat personnel lui a dit que l'organisation japonaise de New Japan Pro Wrestling était très intéressée à le signer. I didn't even know who Inoki was when I had been training with Brad for probably 3 weeks out at Brad's house, Brad Ring, and I didn't even know he had this meeting set up for me. Brad knew that I was going to meet with the WWF office,
And so Brad, being the guy that he is, he didn't want to force anything on me, but he just told me that the New Japan office was coming and they wanted to meet with me. And I had no clue who Antonio Inoki was, and Brad put me in the ring with him, and we started shooting on each other. And Brad was, it was almost comical, and I had no idea who he was. And Brad was just in the back of his mind, playing a joke on me, and so me and Inoki wrestled for about an hour and a half straight, Really? just doing submission stuff and trying to make each other, pin each other and submit, and it was kind of comical. And then at the end, Brad informed me on who he was and what was going on, and so yeah, he played a pretty big rib on me. So. Ensuite, il a arrangé une réunion avec Vince McMahon pour tenter de négocier les conditions dans lesquelles il pourrait éventuellement revenir. Mais le traitement de la part de l'organisation ne faisait qu'empirer, comme cela était évident pendant la conversation. Eh bien, j'avais une tonne de problèmes et un tatouage symbolisant une épée que je sentais sur ma gorge, mais je n'allais pas laisser qui que ce soit me parler comme si j'étais de la merde. Vince me parlait comme si j'étais un minable sans avenir, sans autre option. Ce que Vince n'a jamais compris à mon sujet, c'est que je suis au fond un gamin du Dakota du Sud, issu d'une famille modeste de Webster. Oui, j'ai vécu comme une rockstar pendant quelques années à la WWE, mais je savais que je pouvais être heureux avec ma future femme, peu importe ce que je ferais dans la vie ou combien d'argent je gagnerais. En fin de compte, Lesnar a fait all-in. Il a organisé une réunion avec Inoki et les représentants de l'organisation japonaise et a commencé à se préparer pour la guerre avec la WWE. Dès que la nouvelle de l'apparition de Brock à la New Japan Pro Wrestling a fait surface sur internet, les avocats de vous savez qui ont commencé à travailler intensément. Brock lui-même n'est pas resté les bras croisés et a lancé des contre-arguments faisant référence au caractère illégal de la clause de non-concurrence. Ce fut une expérience inoubliable dans la vie de notre héros qui l'a finalement façonné en l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais franchement, le coût de la vie était assez difficile à gérer sans compter que je finançais une bataille judiciaire pour ma liberté. Je savais que je ne pouvais pas reculer, mais payer tous ces frais juridiques me vidait complètement. Je n'avais aucun revenu et tout le monde redoutait le grand méchant monstre qu'est la WWE et ses tactiques juridiques. Je comprends comment Vince soumet tous ces gars-là, il a presque réussi avec moi. C'était une période encore plus difficile, remplie de circonstances diverses combinées, toujours les mêmes représentations mais de l'autre côté du monde, ce qui impliquait des vols systématiques et la spécificité du catch à la New Japan, conçu pour un show plus brutal et par conséquent des blessures graves, des procès continuels qui peuvent transformer la vie d'une personne ordinaire en enfer. Sans parler de l'athlète avec des nerfs brisés, une santé endommagée et un état frénétique causé par toutes ces raisons. Et Brock a vécu dans ce cercle vicieux jusqu'en février 2006. La WWE prétendait que ma demande était outrageante. Je pensais que ce que la compagnie m'offrait était insultant. Nous avons continué à aller et venir et je voulais juste partir et rentrer chez moi. Mais le juge nous avait ordonné de régler ça ainsi, donc nous avons finalement établi les grandes lignes d'un accord. Régler le litige était la bonne décision à prendre parce que si cela avait abouti à un procès, même si j'avais gagné en justice, il y aurait eu les appels et d'autres retards et je voulais juste en finir avec tout ça et avancer. La WWE était motivée à régler ça parce qu'ils ne voulaient pas qu'un tribunal public déclare leur clause de non-concurrence illégale, ce qui aurait ouvert la porte à toutes sortes de problèmes avec d'autres catcheurs qui envisageraient de partir. Les avocats m'avaient prévenu que je ne pouvais pas entrer dans les détails ici sur les termes du règlement parce que c'était confidentiel. Quelle connerie. J'ai fait quelques compromis et la WWE aussi à la fin, nous avons tous deux obtenu un accord avec lequel nous pouvions vivre. Je n'ai pas révélé de détails spécifiques mais vous avez compris. La WWE n'a pas perdu la face et j'étais un homme libre avec toute ma vie devant moi et la possibilité de choisir comment je voulais gagner ma vie pour pouvoir nourrir ma famille. Tout ce que j'avais à faire maintenant était de prendre une décision concernant ce que je voulais faire. That's an understatement. Now, we've seen you over the years as an NCAA wrestling champ, a World Wrestling Professional champ, an NFL workout, back to Japan for more wrestling, and now mixed martial arts. What in the world are we talking about here? I can go where the money is. Well, nothing wrong with that. But you know what you're doing in the ring. This is not like a Vince McMahon orchestrated situation here. This is the real deal sort of stuff here. It is, yeah. It's June 2nd. I've been training for a year. For this, and, it's an opportunity for me to take my amateur wrestling roots and combine it with jiu-jitsu and boxing and to get in the ring and to beat somebody up, hopefully, instead of going down to First Ave. Décider de passer des divertissements sportifs au vrai combat était une décision assez facile pour Brock. En fait, si nous plongeons vraiment dans son histoire, dès ses années d'étudiant, même avant de remporter le championnat NCAA, il a eu l'occasion de commencer une carrière en MMA et de se produire en tant que combattant avec une solide expérience en lutte dès l'âge de 20 ans. Imaginez quelle version de Brock nous connaîtrions s'il s'était lancé dans le combat dès le début. Mais ne nous égarons pas.
À la fin de son contrat avec l'organisation de catch, Lesnar pensait constamment à pratiquer les arts martiaux mixtes et utiliser toutes les cartes qu'il avait développées depuis son enfance. Après avoir réglé ses différends juridiques avec la WWE, il a presque immédiatement commencé à chercher des personnes qui l'aideraient à se lancer dans cette nouvelle industrie. Lorsque j'ai décidé de devenir un combattant, il y avait certaines choses que je voulais. J'ai dû accepter dès le premier jour que je suis un athlète et un lutteur, mais cela ne fait pas automatiquement de moi un grand artiste martial mixte. Pour atteindre les sommets de ce sport, j'allais avoir besoin de beaucoup d'entraînement. Finalement, Lesnar a choisi le gymnase de Pat Milotic à Bendorf, Iowa. Pat était l'un des pionniers du MMA et jouissait d'un grand respect dans l'industrie. Non seulement il était un ancien champion de l'UFC, mais beaucoup de ses élèves avaient goûté alors du championnat comme Matt Hughes, Tim Sylvia, Robbie Lawler et d'autres. Pendant un certain temps, Lesnar s'entraînait sous sa supervision et montra des résultats décents. Cependant, après un moment, il décida de quitter Milotic, non pas parce qu'il était mécontent de son niveau de compétence, mais parce qu'il voulait. Lesnar était pressé d'entrer dans la compétition, mais il n'était pas fou au point d'y aller sans préparation et de se faire détruire. Il voulait que chaque ouvrier et chaque coach se concentrent exclusivement sur ses capacités, ce qui est impossible dans les grands gymnases. Ainsi, il décida d'organiser son propre camp avec des gens particuliers et un espace personnel. En plus de réaliser ses objectifs sportifs, Lesnar était motivé par le désir de gagner autant d'argent que possible dans ce domaine. Si vous avez votre propre centre d'entraînement et que tout le monde est dédié à vous rendre meilleur, vous avez de meilleures chances d'atteindre votre plein potentiel. Il y a beaucoup d'argent au bout de cet arc-en-ciel et je voulais juste atteindre ce pot d'or dès que j'ai décidé de me lancer dans les arts martiaux mixtes. Je savais que je voulais être à l'UFC, c'était la grande ligue, le seul endroit où être. L'UFC est l'organisation la mieux gérée professionnellement et les personnes là-bas ont les ressources pour organiser des combats de haut niveau pour beaucoup d'argent. Pas de truc bidon de ligue mineure pour cette organisation, c'est du première classe tout le chemin. Malgré sa renommée mondiale, sa popularité et ses réalisations solides dans le sport, la meilleure ligue mondiale ne s'est pas précipitée pour attirer l'attention de Brock et lui offrir un contrat. J'avais mes objectifs, mais j'avais aussi un problème. L'UFC me voyait comme un faux lutteur de la WWE. Oui, j'avais un nom, mais je n'avais aucune expérience en MMA, ce qui signifiait que je devais commencer quelque part. Croyez-le ou non, le chemin m'a ramené à faire affaire avec une entreprise au Japon. En dépit de nombreuses subtilités et des problèmes auxquels Brock a dû faire face comme tout autre débutant dans ce sport, son principal critère pour évaluer le succès lors de son premier combat professionnel était de trouver une organisation pour organiser le futur combat. À ce moment-là, les avocats de Lesnar travaillaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, négociant avec différentes promotions, et finalement, ils se sont arrêtés sur le K1, connu mondialement. Ils ont signé le contrat de Brock et a commencé sa préparation, faisant même venir Greg Nelson. Il voulait se produire dès que possible, mais malgré son désir, les circonstances n'étaient pas en faveur de la résolution du problème. Initialement, le monde devait voir Lesnar en gants de MMA dès l'été 2006, mais pendant qu'il s'entraînait, l'organisation ne lui trouvait pas d'adversaire, même en octobre. De plus, à ce moment-là, les représentants de la compagnie ne s'étaient pas présentés pour signer un contrat pour diffuser le show via le système pay-per-view. Brock a fait tout ce qui était en son pouvoir pour entrer dans la ligue supérieure, mais il était évident à l'époque qu'il concourait à un niveau amateur. Finalement, on a appris que le K1 avait signé le kickboxer coréen et combattant mesurant 2,18 m nommé Hongman Choi, ce géant qui avait combattu à Pride contre Fedor Emelianenko, et c'était Lesnar qui devait l'accueillir dans un nouvel endroit ciblé pour mai 2007. Je me sentais à nouveau vivant, après tout ce que j'avais traversé. Peu importe qui se trouvait en face de moi pour ce premier combat, j'avais une nouvelle chance dans la vie et je n'allais pas la laisser échouer. Comme vous le savez, la bête incarnée n'a finalement pas combattu Hongman Choi un mois plus tard lors de l'événement K1. Lesnar a été informé d'un autre retard par K1, la raison étant qu'il n'avait pas pu réserver le Dodger Stadium à Los Angeles comme prévu. Le combat a été reporté en juin. Comme Brock l'a dit, l'organisation lui a promis le plus grand spectacle de l'histoire du MMA et assuré que l'arène serait pleine avec 100 000 personnes, s'attendant à ce que toute la population coréenne de Los Angeles vienne voir Big Head et que les fans de la WWE viennent soutenir Lesnar. Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de mettre KO Big Head, car quelqu'un d'autre m'a devancé d'environ un mois avant notre combat. L'idiot a participé à un combat de boxe K1 au Japon, a pris un gros coup sur sa grosse tête et est tombé comme un arbre abattu. Programmer un événement si proche de notre combat était tout simplement stupide de la part de K1. Dans l'ensemble, la commission athlétique de l'État de Californie a conclu que Hongman Choi n'était pas physiquement capable de combattre en tant que remplaçant. La promotion a offert à notre héros un autre sud-coréen, Min-Soo Kim, littéralement à la dernière minute. Kim était médaillé d'argent en judo aux Jeux Olympiques et Lesnar a accepté le changement d'adversaire avec un enthousiasme incroyable et une impatience palpable. I don't have any fears. Now he wants to prove he's got what it takes. What's the biggest difference between professional wrestling and MMA? MMA is real and wrestling is fake. For anybody that doesn't know that, you're living in a cave. And now, hopefully, you'll see me as a professional fighter. Brock Lesnar versus Min-Soo Kim.
Le début de Brock Lesnar dans les arts martiaux mixtes s'est passé de la meilleure façon possible. L'apparition de la bête incarnée dans la nouvelle arène a attiré l'attention d'un grand nombre de personnes dans le public et dans les coulisses, et croyez-moi, personne n'est resté indifférent. En conséquence, la première performance de Lesnar en MMA s'est terminée en 1 minute et 9 secondes. Le médaillé d'argent en judo a manqué sa tentative de takedown dès le début, n'a pas réussi à se relever et a subi une défaite dévastatrice par TKO. Well, all my preparation has been due to my amateur wrestling success. I got a great group of guys behind me. Marty Morgan, Jesse Wallace, Kurt Kozlowski, Greg Nelson. I want to thank everybody for coming. And it's fireworks. Je dois donner ça à K1, ils ont probablement rassemblé 50 000 personnes dans le Colisée par une belle soirée de juin pour me regarder battre Min Soo Kim. Ils ont fait de leur mieux pour créer un spectacle, y compris mon entrée grandiose depuis la flamme olympique au sommet du stade. Mon travail pour moi était facile, attendre que l'arbitre dise combat et foncer sur Min Soo Kim. Le pauvre type n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Je l'ai immédiatement emmené au sol et je l'ai roué de coups. Le combat a duré 69 secondes et je suis reparti sans une égratignure. Encore mieux parce que le combat a été retardé plusieurs fois, chaque prolongation de mon contrat a coûté plus d'argent au K1. Au total, j'ai empoché beaucoup plus d'argent pour ce qui s'est avéré être 1 minute de travail sur le ring. C'est ça le business pour moi. Après le début parfait dans l'histoire du sport, Brock Lesnar ne pouvait pas attendre pour avoir un autre combat, et pas seulement n'importe où, mais dans la meilleure ligue du monde. Comme notre héros l'a dit aujourd'hui. Dans la WWE, vous devez attirer l'attention de Vince McMahon. À l'UFC, cet homme, c'est Dana White. Cependant, il avait clairement compris qu'une victoire contre un combattant de moindre calibre ne suffirait pas à attirer l'attention de la principale organisation de MMA et à faire connaître son nom. L'UFC elle-même ne voulait pas vraiment traiter avec le divertissement sportif, considéré par beaucoup comme une chose réelle par rapport au scénario et à la planification dans la lutte. Lesnar a fait un mouvement inhabituel. Il s'est acheté, ainsi qu'à quelques-uns de ses avocats, les meilleures places à l'un des tournois où Randy Couture a affronté Gabriel Gonzaga, décidant d'attirer l'attention et de susciter une conversation dans les médias tout au long du show. Pendant tout le tournoi, l'UFC montrait différentes célébrités sur l'écran géant. Footballeurs, acteurs, chanteurs, joueurs de basketball et autres combattants. Mais Brock n'est même pas apparu une seule fois sur l'écran. À la fin du tournoi, les gens ont commencé à se lever et à se déplacer lentement vers la sortie. Le personnel a commencé à baisser les lumières dans l'arène et emballer l'équipement tandis que Lesnar se tenait à côté de l'octogone, réfléchissant frénétiquement à ce qu'il devait faire. C'est alors que j'ai dit à mes avocats, les gars, je saute la barrière et personne n'aura intérêt à m'arrêter. Les avocats étant des avocats, ils ont simplement commencé à se préparer à toute question juridique qui pourrait découler de mon geste. Au fond d'eux-mêmes, ils adoraient le fait que leur client ait autant de courage. Finalement, Brock a sauté par-dessus la barrière près de la cage, s'est frayé un chemin à travers la foule et a contourné la sécurité. Quand il est arrivé près de l'octogone, il a réalisé qu'il se tenait juste derrière Dana White. Il lui a tapoté l'épaule et s'est présenté. Ils ont trouvé une salle vide en coulisses et Dana s'est assis pour discuter avec lui et ses avocats. A noter que Lesnar a salué le président de l'UFC pour ne pas essayer de se faufiler, une qualité très appréciée pour un promoteur dans ce business de vrais combats. À un certain moment, Dana a demandé franchement à Brock « Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux faire ça, Brock ? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux être à l'UFC avec les meilleurs combattants du monde ?» Et Brock a répondu à White « Ne me regarde pas comme si j'étais un divertissement. Je suis un vrai athlète, un champion poids lourd de la NCAA Division 1. La lutte professionnelle m'a offert une chance de sortir de mes dettes et de faire beaucoup d'argent juste après l'université. » Les négociations étaient très brèves car Dana White devait faire une conférence de presse post-combat. Lesnar a essayé d'être aussi honnête que possible dans la situation donnée. Il a expliqué à White qu'il n'avait pas le temps de passer par toutes ces petites organisations en écrasant leurs combattants comme des insectes. Soit il devenait champion, soit il ne le devenait pas. Tout ce qu'il demandait à Dana, c'était une chance. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'UFC ne pouvait pas perdre dans cette affaire. Si je gagne, l'UFC a la poule aux œufs d'or. Si je perds, quelqu'un d'autre deviendra une star à mes dépens. Dans tous les cas, mon combat attirera de l'argent. Les fans de MMA paieront pour me voir me faire botter le cul. Les fans de la WWE paieront pour voir l'un des leurs affronter le meilleur que l'UFC a à offrir. Il n'y a aucun inconvénient à l'idée. Dana White a reconnu que tout le monde y gagnerait, mais il savait aussi qu'il devait jeter Lesnar dans le bain de requins. S'il venait de frapper le gars de la WWE, cela aurait pu ressembler à un scénario ou à une mise en place. Le combat devait être contre un bon adversaire. Personne n'a de combat facile à l'UFC, et Dana ne voulait pas faire de Brock une exception seulement pour bâtir sa réputation. Mais Lesnar n'a pas attendu de faveur, il voulait commencer directement au sommet. À ce moment-là, la meilleure ligue du monde cherchait à savoir quoi faire avec Frank Mir, ancien champion poids lourd qui quelque temps auparavant avait eu un accident de moto et tentait de revenir au sommet du sport. C'était l'option parfaite pour Brock et l'UFC, et la ligue a répondu positivement en offrant à Lesnar une chance sur 1 million. J'avais une chance à l'UFC, et j'avais l'intention d'arracher n'importe quel cœur que Mir avait et de le lui rendre immédiatement. J'allais faire une déclaration et j'allais gagner beaucoup d'argent en le faisant.
Au bout du compte, après une seule victoire dans sa carrière, Brock Lesnar a obtenu une énorme opportunité de faire ses débuts à l'UFC 81 en février. This guy's for real, he's no joke. He's a big dude. That's a legit heavyweight. Brock gets to go back to his roots and compete again. And I think that's what Brock wants to do. He wants to win again. He wants to have that feeling of being a winner and a champion again. The first thing that's going to go through Frank's mind is holy this guy is legit. I can just picture his eyeballs getting big as I dump him on his head and he doesn't know where the hell he's at. Knock him on his ass, mount him, and pound his head in the mat. La promotion de l'événement à venir était phénoménale, avec des affiches de Lesnar partout, annonçant son main event dans la promotion et son affrontement avec un véritable défi. Après un seul combat dans sa carrière, Lesnar avait reçu une énorme chance et voulait l'utiliser au maximum, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Le combat a commencé avec Lesnar démontrant ses compétences supérieures en lutte en prenant mire au sol dès les 5 premières secondes. Il a ensuite livré une série de coups puissants au sol, dominant le combat jusqu'à ce qu'une déduction de points en raison de coups à l'arrière de la tête qui sont considérés comme illégaux. Peu de temps après cette déduction de points, la dynamique a changé et Mir a réussi à placer une clé de genou sur Lesnar, le forçant à abandonner. Ce combat était mémorable pour plusieurs raisons. Premièrement, il a mis en évidence l'athlétisme incroyable et le potentiel de Lesnar en MMA, tout en révélant qu'il avait encore beaucoup à apprendre dans ce sport. Well, I came out trying to pressure Frank. We knew in the past that maybe we questioned his heart. And I was just trying to get a bunch of shots in on him. Left my leg there. We've been practicing that. It's like, you go back to the drawing board every day in the workout room. No excuses. He's a top-notch jiu-jitsu guy. He got me tonight. He's a better fighter. Ce qui est le plus intéressant ici, ce sont les mots d'un ancien champion qui a failli perdre face à Brock dès la première minute du combat. Still, though, he played into my game by taking me down. That's what I was hoping for. That's why I was trying to kick him in the legs to convince him to come down to my game. I knew that if I sat there and tried to shoot on him, there's no way I'm going to get him down. Right. So it actually worked out pretty well. And then, when he first got on top, very fast, explosive, hard elbows. Some of the hardest shots I've ever taken, really. I mean, it hurt. I mean, one of his elbows split me open instantly. So, right. But it doesn't matter. It's, it doesn't who wins the first 10 moves or who finishes the fight, Plus tard, Brock a commenté ce combat. Je sais que j'ai offert cette victoire à Frank. Je lui ai donné cette soumission. Il ne méritait pas de gagner. Il n'est pas la moitié de l'athlète que je suis au pire de ma forme. Je lui ai donné ma jambe sur un plateau d'argent. Je lui ai juste donné cette soumission. J'ai fait une erreur, c'était ma défaite, pas la victoire de Frank. Malgré tout, Brock Lesnar a réussi à impressionner les dirigeants de l'organisation avec sa performance et est resté à l'UFC pendant un certain temps. Cette défaite décevante contre Frank Mir le tourmentait et il s'est préparé très sérieusement pour son retour. Je savais que j'aurais à traverser quelques personnes pour revenir à Frank, mais je me fichais de qui il mettait devant moi. Je voulais Frank Mir et je le voulais à tout prix. Chaque pensée que j'avais à propos de Frank était animée de mauvaises intentions. Par la suite, une nouvelle offre de contrat lui a été faite, et lors de l'UFC 87, les matchmakers ont annoncé qu'un célèbre ancien lutteur de style libre et professionnel affronterait un ex-champion en la personne de Mark Coleman. Il devait se battre en août, mais peu de temps avant la date prévue, le légendaire Hall of Famer s'est retiré du combat et a été remplacé par un adversaire tout aussi redoutable, un ancien combattant du Pride, Heath Herring. Heath Herring n'était pas un manchot, c'était un combattant avec une réputation d'homme dur qu'il avait gagné en affrontant des gars de haut niveau comme Fedor, Nogueira, Kongo, Crocop, Belfort et Kerr. Heath avait un bilan de 43 victoires, 27 défaites et un match nul avant notre combat. C'était un homme qui connaissait chaque mètre de cet octogone. Pour moi, c'était seulement mon deuxième combat à l'UFC. In the great state of Minnesota, in my backyard, that's huge for me. Brock Lesnar is a guy who was a huge superstar in the WWE. He was their number one guy, and he just got up and walked away one day. Left a bunch of money on the table and just got up and walked away. He had two dreams. He wanted to play professional football, and he wanted to fight in mixed martial arts. Why MMA? It's something that I wanted to do for as long as I can remember. Standing there and actually being face-to-face with another human being and getting ready to throw down with them is, to me, a natural feeling, I would have to say. We put him against former world champion Frank Mir. Brock came out and handled him and put him down and was absolutely smashing him. I'm hungry to win in the octagon, and I'm going to fight tooth and nail and do everything I can to win. I've got a lot to prove yet. This next fight, hopefully I can showcase it.
À propos, Brock est le seul combattant dans la meilleure ligue du monde pour laquelle ils ont dû créer des gants spéciaux de taille 4XL. Et puisqu'on en parle, avec ces gants particuliers, il a mis à terre Herring, lui a fracturé l'orbite et a finalement vengé sa défaite au début par décision unanime. Can you see me now? Can you see me now? Après une victoire convaincante contre l'un des meilleurs combattants de l'époque, la machine à buzz de l'UFC s'est emballée. Le bruit autour de Lesnar n'a cessé de croître et ni les matchmakers ni Dana White ne voulaient manquer une telle opportunité. Initialement, il y avait des discussions selon lesquelles Brock devait affronter le maître français du kickboxing, Cheick Kongo. Cependant, cela n'est pas allé plus loin car la nouvelle star du MMA allait rencontrer rien de moins que le champion poids lourd actuel de l'époque, le légendaire Randy Couture. Un combat pour le titre surprenant mais très significatif était prévu pour l'UFC 91 en novembre. Randy est le parrain du MMA, une légende vivante qui reste un sacré vieux dur. Randy était contrarié par l'UFC lorsque les négociations pour un combat avec Fedor Emelianenko ont échoué. L'entourage de Randy lui ont dit qu'il pouvait prendre sa retraite de l'UFC en tant que champion et combattre pour une autre organisation. D'après ce que je comprends, l'idée était que Randy aille ailleurs et obtienne sa part de l'action ainsi qu'un plus gros salaire. L'UFC et Randy ont fait exactement comme moi et la WWE. Tout le monde se poursuivait en justice, ce qui signifie beaucoup de temps et d'argent dépensé sans retour sur investissement. Couture a réglé son procès avec l'UFC et a accepté de défendre son titre à l'UFC 91 le 15 novembre 2008 au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas. What a great opportunity, that UFC heavyweight title. I am younger than him. I am bigger and I am stronger. He's faced those demons before, but I don't think quite the demon that I am. He's been able to control a lot of people because he's a great wrestler. He won't be able to control me. He won't be able to control Brock Lesnar. What a once-in-a-lifetime opportunity. I'm going to seize the moment and I'm going to seize that UFC heavyweight title. Ce fut un affrontement où la taille et les compétences en lutte de Lesnar étaient opposées aux compétences légendaires en MMA et à l'expérience de Couture. Dès le début du combat, la taille et la force supérieure de Lesnar ont fait la différence car il a utilisé sa lutte et ses prises pour contrôler Couture pendant la majeure partie du premier round. Dans le deuxième round, les frappes de Lesnar ont submergé Couture. La bête incarnée a lancé une rafale de coups de poing pour ébranler Couture, suivi de coups au sol qui ont forcé l'arbitre à intervenir et arrêter le combat. Lesnar a été déclaré vainqueur et nouveau champion des poids lourds de l'UFC par TKO. That sounds really good. I can't believe it. I can't believe it. I want to thank Dana, the UFC, and I want to thank this guy, Randy Couture. He's a lot of balls to take a year off and come back and fight a young buck like me. I got the utmost respect for Randy Couture. C'était vraiment un accomplissement significatif, surtout pour un gars qui est entré dans les arts martiaux mixtes à seulement 27 ans. Quoi qu'il en soit, même une victoire aussi énorme n'a pas détourné Brock Lesnar de son objectif principal qui n'a pas été déplacé. Combattre Randy Couture pour ce titre était un grand moment pour moi, mais dans ma tête, tout ce à quoi je pouvais penser était de mettre la main sur Frank Mir. Autant gagner le titre était le plus grand moment professionnel que j'avais vécu, mais avoir perdu ce premier combat à l'UFC contre Frank me hantait toujours. Lesnar ne pouvait pas attendre d'obtenir une revanche, et compte tenu de sa dernière victoire, c'était plus que faisable. Mais la meilleure ligue du monde ne voulait pas organiser le combat à cet endroit. Au lieu de cela, les matchmakers ont mis ensemble Frank et Antonio Neira pour le titre intérimaire, de sorte que personne ne se poserait de questions sur la revanche. En conséquence, Frank Mir a levé la main et s'est rendu directement face au champion Brock Lesnar. Frank Mir, l'homme qui est né avec un fer à cheval en or dans le cul, s'est vu une fois de plus se remettre une victoire. Il se tenait dans l'octogone contre quelqu'un d'autre qui était beaucoup plus un homme, beaucoup plus un combattant qu'il ne pourrait jamais espérer être. Élu un KO facile parce que son adversaire n'avait aucune envie de concourir ce soir-là. Frankie a été couronné champion intérimaire des poids lourds de l'UFC et il aurait dû prendre sa retraite sur place, parce que la prochaine étape était de se rendre contre moi. La réaction de Lesnar à la victoire parle d'elle-même. Il sourit à la caméra et exprimait sa gratitude pour un cadeau de Noël aussi précoce. Mais revenons au sujet principal. La revanche prévue devait être reportée en raison de la blessure du champion intérimaire, ce qui incitait la meilleure ligue du monde à organiser le combat en tête d'affiche du tournoi anniversaire de l'UFC 100. He cried uncle. He said, "Stop, I can't fight no more." I mean, there's nothing more humiliating than tapping in a fight. Listen, I am the UFC heavyweight champion. I beat the former title holder, Randy Couture. The belt that he has isn't even real. I have some interesting tricks for Lesnar he hasn't seen yet. This fight is nothing about respect. This fight is all about revenge. Frank Mir beat me in my very first debut in the UFC. This is for me and my revenge to get back something that he took away from me. I saw exactly what I wanted, a rematch against Frank Mir.
His ground and pound's really not, it's annoying because he is a strong guy, but he only lifts his hand 2 inches from your face and drops it down real fast. It's like having your little sister jump on your back and pulling your hair. Frank se baladait en se vantant de m'avoir battu, ce qui était déjà une chose, mais maintenant il se comportait comme si c'était une conclusion évidente qu'il allait me battre à nouveau et qu'il était déjà champion. Il se promène avec une ceinture de champion factice et il pense que cela a la même signification que le vrai titre. Frank a eu de la chance d'obtenir un combat contre Big Nog pour le faux titre quand Nog était malade comme un chien. Frank parlait de mes coups de poing comme s'ils étaient ceux de sa petite sœur lorsqu'elle lui sautait sur le dos quand il était enfant. Vraiment, j'avais fait de son visage de la viande hachée pendant les 85 secondes où j'ai dominé notre premier combat, et maintenant il me parle comme si j'étais un minable. Frank était tellement arrogant que cela me donnait juste envie de lui frapper le visage si fort que je lui décroche la tête des épaules. L'atmosphère était hostile, car Lesnar avait refusé de toucher les gants avec Mir étant donné la rivalité intense entre les deux combattants. Le combat a commencé avec Lesnar qui a immédiatement tenté une amenée au sol. La jambe gauche lourdement bandée de Mir semblait être un handicap dès le début. Lesnar a commencé à lancer des coups de coude et des coups de poing lourds. Il a contrôlé le combat d'une main de fer, utilisant une prise de tête ressemblant à Demi Nelson à une main et infligeant des frappes puissantes au visage de Mir. Les frappes au sol de Lesnar étaient implacables, alternant entre le contrôle du poignet de Mir et l'administration de coups punitifs. Le premier round était entièrement à sens unique, Mir étant visiblement battu et contusionné. Alors que le deuxième round commençait, Lesnar a refusé de rester au sol après une amenée précoce. Mir a tenté de marquer avec un coup de genou mais ensuite tiré la garde sur Lesnar. Contre la cage, Lesnar a continué son assaut féroce, frappant Mir avec des coups de poing et des coudes jusqu'à ce que l'arbitre intervienne et mette fin au combat. Lesnar a été déclaré champion incontesté de l'UFC et c'était de loin la démonstration la plus dominante de Lesnar dans la cage et il était encore plus motivé même après le combat. Frank Mir had a horseshoe up his ass. I told him that a year ago. I pulled that some out and I beat him over the head with it. Woo! I love it. Keep going. Keep going. I'm going to go home tonight. I'm going to sit down with my friends and family. And hell, I might even get on top of my wife tonight. See y'all later. I'm just kind of speechless. You know, I put my heart and soul in this. I want to be a great fighter, and at the end, I want to be a great entertainer. I don't care. You know, people pay good money to watch us get in there and go at it. Cette victoire a marqué le sommet de la carrière de Brock Lesnar en arts martiaux mixtes. Non seulement cela, mais il a ensuite failli mourir. Quand la tempête d'émotions, les critiques, les gros titres et l'engouement autour de l'UFC 100 se sont calmés, Brock a pris une courte pause pour se reposer avec sa famille, son nouveau-né et ses amis. Il a ensuite retourné à l'entraînement et au processus de travail, mais quelque chose a mal tourné. Voici les propres mots de Lesnar. Quand nous sommes revenus à la civilisation, j'ai appris que Dana voulait défendre le titre contre Shane Carwin. J'ai accepté le combat. Pourquoi ? Parce que je ne refuse jamais un combat contre qui que ce soit que l'UFC m'offre. Tu veux que je me batte contre Shane Carwin, alors je me battrai contre Shane Carwin. Et je défendrai mon titre contre lui de la même manière que je prévois de le faire avec chaque challenger de premier plan que vous mettez contre moi. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner pour le combat contre Shane, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'étais épuisé tout le temps, fatigué, usé, sans énergie. Il y avait des jours où je rentrais de l'entraînement et littéralement je ne pouvais pas me lever du canapé. J'avais eu des problèmes d'estomac depuis un moment mais je n'y avais pas trop pensé et j'ai continué. C'était une grosse erreur, j'aurais dû écouter mon corps. Cela a finalement conduit notre héros à un problème sérieux. Sa santé se détériorait de jour en jour et le combat approchait. Brock a dû faire un choix. Il voulait être transparent avec l'UFC parce qu'il avait déjà commencé à promouvoir le combat. Mais Lesnar savait qu'il ne pouvait pas continuer à s'entraîner et rester en forme. Quelque chose n'allait pas chez lui et il était très mal. Il n'était pas habitué à reculer. Reporter le combat contre Shane Carwin a été l'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Brock a discuté de la situation avec sa femme, son entraîneur Marty, ses avocats et tout le monde était d'accord qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il était malade et devait prendre soin de sa santé. Le médecin local l'a diagnostiqué avec la mononucléose. Cela semblait logique car les camps d'entraînement épuisent le corps et le système immunitaire peut échouer. Cela arrive toujours aux combattants et maintenant cela lui arrivait à lui. Du moins c'est ce qu'il pensait. Bien sûr, il était contrarié par le fait d'avoir déçu tant de gens, mais prendre soin de sa santé devait être la priorité principale. Il a décidé d'emmener sa famille au Canada pour se détendre à l'extérieur de la ville et donner à son corps une chance de récupérer. Mais à peine installé du côté ouest, Brock s'est réveillé en pleine nuit avec une douleur terrible. Il n'avait jamais ressenti ça avant. La sueur coulait à flot, trempant tous les draps, il avait de la fièvre. Lesnar ne se souvenait même pas où il était. Il s'est rendormi mais s'est réveillé de nouveau et a dit à sa femme qu'il devait se rendre à l'hôpital dès que possible. Je ne pouvais pas me tenir debout tout seul, cela en dit long, n'est-ce pas ? Brock Lesnar, le champion ultime de combat, le gars le plus dur de la planète, et je ne pouvais même pas me lever. Je ne pouvais même pas m'aider moi-même, je ne pouvais pas sortir du lit pour sauver ma propre vie.
Heureusement, son frère Chad était à la maison et suffisamment fort pour porter Brock. Il l'a mis dans la voiture et ils se sont précipités à l'hôpital comme des fous. Mais peu importe la vitesse à laquelle Chad conduisait, Lesnar voulait quand même lui casser la figure car on aurait dit qu'il avançait à peine. Son frère pouvait appuyer sur l'accélérateur avec ses 2 pieds et pousser la voiture à ses limites, mais ce ne serait toujours pas suffisant. Au bout d'un moment, ils sont enfin arrivés à l'hôpital de Brandon où ils lui ont immédiatement donné de la morphine. La douleur s'est atténuée, mais ils ne savaient toujours pas ce qui se passait avec lui. Lorsque son état s'est stabilisé, les médecins ont pris une radiographie de son estomac, mais elle ne montrait pas les tissus et l'image complète. Les médecins le savaient et voulaient faire un scanner CT, mais l'hôpital n'avait qu'un seul appareil et il était en panne. Ils ont promis à Lesnar de le réparer pour 11 h le lendemain matin. 8 heures plus tard, l'appareil n'était toujours pas réparé. L'état de Brock s'aggravait, la morphine lui causait de terribles maux de tête et la situation semblait désespérée. J'ai placé ma confiance en ces médecins à l'hôpital et je n'aurais pas dû. Cela a presque coûté ma carrière, cela a presque coûté ma vie. Un jour plus tard, rien n'avait changé. Les médecins continuaient seulement de dire à Lesnar et à sa famille qu'ils avaient besoin de détails pour que l'appareil arrive bientôt. À ce moment-là, lui et sa femme ont décidé qu'ils devaient quitter cet endroit et déménager dans la ville de Bismarck, à 4 heures de là. Dire que ce fut un enfer de trajet est un terrible euphémisme, mais une fois arrivés là-bas, ils se sont immédiatement retrouvés entre les mains de vrais professionnels. Brock a obtenu ses anticorps en moins de 20 minutes, et après quelques minutes de plus, les médecins lui ont donné le bon diagnostic, une diverticulite. On m'a dit que j'avais un trou dans l'estomac, que j'étais empoisonné de l'intérieur par mes propres déchets corporels. Pas étonnant que je me sentais comme la mort. Heureusement, le personnel de cet endroit savait qui était Brock Lesnar et ce qu'il faisait pour vivre. On lui a donné 8 heures, après quoi, à condition que les médicaments ne fonctionnent pas, il procéderait à une intervention chirurgicale et retirerait une grande partie de son intestin, ce qui signifierait la fin de sa carrière pour toujours. Pendant les 7 heures suivantes, il eut une température de 40 degrés. Les médecins ont commencé à envisager la chirurgie, les choses devenaient vraiment mauvaises et sa vie était en jeu. Et finalement, 15 minutes restantes avant le terme, la fièvre a commencé à disparaître. Brock a réussi à éviter une intervention radicale. Si le médecin qui a pris la décision d'attendre n'avait pas été de garde ce jour-là quand c'est arrivé, j'aurais dû utiliser un sac de colostomie pendant plusieurs mois et subir plusieurs interventions chirurgicales. Il a pris une décision brillante. Avec ses 28 ans d'expérience en gastro-entérologie, il m'a sauvé la vie. Il m'a donné une chance de vivre une bonne vie avec ma femme et mes enfants et je ne l'oublierai jamais. Merci Dr Bruderer, je me souviendrai de vous à jamais pour ce que vous avez fait pour moi et ma famille. Bien que Lesnar ait évité la chirurgie, le trou dans son estomac ne disparaissait pas et continuait de le tuer. Il était littéralement en train de mourir. Il a passé les 11 jours suivants à l'hôpital sans nourriture ni eau, nourri avec une solution chargée d'analgésique. Il vivait comme dans un état second. Je voulais vivre, je voulais sortir de cet hôpital et je voulais être avec ma famille. Tout le reste était secondaire pour moi. J'allais être agriculteur. Sans blague, tout le monde me demandait encore si j'avais peur de perdre ma carrière à l'UFC, de ne jamais avoir la chance de mener à bien mon règne de champion. Je n'étais pas vraiment préoccupé par cela, car quand j'étais dans ce lit d'hôpital, j'avais déjà accepté l'idée d'être agriculteur. Heureusement, les choses ont vraiment commencé à s'améliorer avec le temps. Après avoir quitté l'hôpital et passé quelques examens supplémentaires dans l'une des meilleures cliniques au monde, Brock Lesnar a commencé à revenir à la normale. Un programme de récupération approprié, un entraînement agressif et le champion poids lourd est revenu dans la partie. À l'automne de juillet 2010 et à l'UFC 116, Brock Lesnar était prêt à environ 70 à 90% de sa condition physique précédente. Pendant ce temps, la meilleure ligue du monde a organisé un autre combat pour le titre intérimaire entre Shane Carwin et Frank Mir. L'UFC m'a demandé d'assister à Carwin contre Mir pour que nous puissions promouvoir le combat d'unification des titres qui a fini par être programmé pour le 3 juillet à Las Vegas. Je savais que Dana et Lorenzo étaient heureux car soit Carwin allait mettre KO Frank et passer à 12-0, il pourrait promouvoir le retour de Brock Lesnar contre ce roi invaincu du chaos, soit Frank Mir allait avoir de la chance à nouveau et nous irions pour le troisième combat décisif entre moi et Frankie. Carwin a mis KO Frankie dès le premier round et a gagné une opportunité d'entrer dans la cage avec le champion incontesté et Lesnar était heureux de la situation plus que quiconque. Il avait hâte de revenir car il savait qu'il était toujours capable d'entrer dans la compétition et qu'il ne prendrait sa retraite que selon ses propres termes. I'm 3 fights in and I'm the UFC heavyweight champion. I got 2 years of training, 3 years at the most. I'm just at a whole other level for this fight. I really am. I'm just scratching the surface, baby, you know? It was a good fight, Shane, but that's the wrong belt you're wearing. I got the championship belt. That's the bottom line, buddy. Au premier round, Carwin a dominé Lesnar, réussissant à amener le combat au sol et à matraquer son adversaire avec des gros coups de poing et des marteaux. À un moment, Lesnar a essayé de le repousser, il semblait être en sérieuse difficulté et malgré l'absorption d'une quantité incroyable de coups, Lesnar a fait preuve d'une résilience incroyable pour survivre au round. Alors que le deuxième round commençait, c'était au tour de Lesnar de montrer sa détermination. Il a mis à terre un Carwin épuisé et a sécurisé une position dominante au sol. Utilisant un ground and pound vicieux, il a progressivement pris une position de monture complète. Contrairement à Lesnar, Carwin était incapable de se défendre efficacement, forçant l'arbitre à intervenir et accorder au champion une autre défense de titre impressionnante.
Inutile de dire que Lesnar était au sommet du monde après sa victoire sur Carwin, mais il a gardé les pieds sur terre, réalisant l'importance de chaque victoire et se préparant pour les défis à venir. Ladies and gentlemen, I stand before you, a humble champion, and I'm still the toughest SOB around, baby. There was a lot of action in there. It wasn't by me, but damn it, he was strong. You know, we had a good training camp, and we trained for 5-round fight. The guy's never been out of the first round, and I thought, well, one of us can take it there, and it's probably me. I should have performed better in the first round. I'm not happy about it. A win is a win. The first round, he was better than me than the first round, but I showed a lot of heart. I showed, what a true champion can be, and that's, there's going to be guys come along to test you, La prochaine défense de titre de Brock Lesnar était prévue pour octobre en tête d'affiche de l'UFC 121. Son prochain adversaire était un autre espoir invaincu, le redoutable Cain Velasquez. Listen, you're not better than me. When I get done whooping your ass, I'm gonna go drink a Corona and eat a burrito just for your Hispanic heritage, all right? How about that? I am the heavyweight champion of the world, but that's not a pressure. I'm not, it's not a title defense in my mind. This is just a fight. Cain Velasquez is not the guy to beat Brock Lesnar, and you will find out come fight night. So I'm here with Vitor Belfort. Who do you like this weekend? Brock Lesnar or Cain Velasquez? We've seen Brock before. He doesn't like to get hit on the top. So I think after the third round, Velasquez, if in power he can, but Velasquez is so tough, so I stick with Velasquez. Yeah. Who do you like this weekend? Cain Velasquez or Brock Lesnar? Yo mama. I just can't take you seriously dressed like this Euro trash. Look at him, right? Euro trash going to a club, except before we had this tucked into his boots. He's going to hit him on that big cinder block head, and Brock's not going to like it, and he's going to go fetal, and Cain ain't going to get tired like Shane did and punch himself out, because that guy could go and go and go. Right. All right, so I'm here with Bones Jones. Obviously, big fight this weekend. Cain or Brock? Who do you like? Third round TKO stoppage, just kind of what he's been doing to Frank Mir and everyone else, just taking him down, just being too big, overwhelming, and just gassing him. Even though Cain's known for his cardio, right? That's a lot of man to have. No, on top it's true. No, that's true. Comme il est devenu clair un peu plus tard, les problèmes de santé de Lesnar n'ont pas complètement disparu. Brock a continué sa récupération tout en s'entraînant. Finalement, cela a conduit à sa défaite face à l'aspirant, près de la fin du premier round et à la perte d'un championnat. Lesnar est entré dans le combat en tant que léger favori et était certainement prêt pour une autre victoire. Velasquez semblait mieux préparé et il a surmonté toutes les attentes lorsque la porte de la cage s'est refermée pour le combat. Velasquez a montré ses compétences de frappe superbes et une excellente défense contre les tentatives de takedown. Malgré cela, il n'a pas réussi à emmener Lesnar au sol, le maintenant à distance avec sa frappe et défendant avec succès contre les tentatives de takedown du colosse. La vitesse, l'agilité et la précision de Velasquez ont commencé à faire effet sur Lesnar qui a été blessé à plusieurs reprises alors qu'il titubait à travers la cage. Velasquez a dominé la bête dans la dernière minute du premier round, le blessant gravement et finissant le travail avec un ground and pound implacable. C'était tout, c'était terminé avec une victoire monumentale. Velasquez est devenu le nouveau champion poids lourd de l'UFC, le premier poids lourd mexicain de l'histoire. Pourquoi ai-je perdu cette nuit-là? Tout simplement parce que ce soir-là, dans cette arène, Cain Velasquez était un meilleur combattant que moi. Il y a un vieil adage à propos de tomber d'un cheval, on remonte dessus et on le chevauche jusqu'à la ville. Je ne dis pas que je suis content d'avoir perdu le titre de l'UFC, mais je dis que cela m'a aidé à me concentrer sur à quel point je veux être champion. Well, I just actually watched the fight a week ago and wasn't sure how to approach it. And I think it boils down to last year I had a lot going on in my life. I fought through diverticulitis, made my comeback, fought Shane Carwin, and then fought Cain Velasquez. As I watched the fight, I could see that there was probably I just wasn't able to overcome Cain's. I really don't know what happened. He beat my ass. That's what happened, if I put it that way. But it's one of those things. I don't like to lose, and you dust yourself off and get back on the horse. And here I am. It's been able to work out
I don't know how it worked. You know, I'm fighting the guy that if I would have beat Kane, I'm fighting Junior Dos Santos. I'm doing the ultimate fighter. Somehow I was able to land on my feet throughout this, and I suffered a loss, but I'm learning a lot from it. I made some changes in my training camp, and you got to just evaluate things, and hopefully these things are going to make a difference. Après sa victoire sur Brock Lesnar, le nouveau champion devait affronter Junior Dos Santos. Cela nous emmène progressivement à l'interview que vous venez de regarder. La meilleure ligue du monde savait que la bête et le Brésilien considéraient la ceinture intérimaire comme une fausse tant qu'il y avait un vrai champion. Lesnar l'a clairement fait comprendre quand Shane Carwin et Frank Mir portaient sa ceinture. L'UFC a une idée intéressante et a fait à Lesnar une offre qu'il ne pouvait pas refuser. S'il acceptait de devenir l'entraîneur de l'émission de télé-réalité The Ultimate Fighter, il aura ensuite affronté l'autre entraîneur. Brock a accepté car l'autre entraîneur n'était nul autre que Dos Santos et que le vainqueur de leur match devait affronter Velasquez. Je veux redevenir champion poids lourd de l'UFC. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais régler avant de disparaître et de devenir l'ancien Brock, mais j'aime prendre les choses une étape à la fois. Le titre de l'UFC est mon objectif, je dois appuyer sur la gâchette en premier. Mais en réalité, comme l'histoire nous l'a enseigné, il y avait un autre pas à franchir pour Brock Lesnar sur le chemin avant de quitter la grande promotion. Bien sûr, il a été la tête d'affiche de la 13e saison de Tough Enough, celle qui a mis en vedette nul autre que Tony Ferguson, qui a remporté la finale et emporté une nouvelle vague d'excitation et de renommée à son entraîneur vedette. Mais plus il avançait, plus les choses allaient mal pour l'ancien roi des poids lourds. Son combat contre le Brésilien prévu pour le 11 juin était sur le point d'être annulé en raison d'une autre poussée de diverticulite le 27 mai. Et Dana White a annoncé que Brock avait besoin d'une chirurgie et que les médecins avaient retiré 1,5 kg de son gros intestin. Lesnar a été remplacé par Carwin qui a perdu contre Dos Santos et la bête a disparu des radars pendant un certain temps jusqu'à l'été 2011 où à la surprise générale, Lesnar a annoncé qu'il était prêt à revenir dans l'octogone et à se battre pour la place de premier prétendant dans la division des poids lourds. Son adversaire était Alistair Overeem, un ancien champion de Strikeforce qui était sans aucun doute à son apogée, au sommet de sa forme et de son utilisation de stéroïdes. Leur combat devait avoir lieu le 30 décembre lors de l'UFC 141. Yeah, I mean, I really didn't look at other people outside of the UFC division and the heavyweight division. You know, I'm not a guy that sits around and ponders about that kind of stuff. For me, I sit around and ponder about white-tailed deer and you know, and hunting and my family and things like that. And not, oh, my dream matchup would be a fight with so-and-so. So, I mean, but obviously, you know, this is a guy that he's threatening. I mean, obviously, you don't get into this company and get into this division if you're not a threat. I mean, this is, you know, this isn't bingo hall fighting, you know, or your local fight stage. You know, I mean, it's the real thing, and anything can happen. So, I mean, you got to. I feel the greatest I've felt in a long time, and I've actually just sat and just pondered about how good I feel and how fortunate I am just to be back here. I mean, May 27th of this year, I had 12 inches of my colon removed, you know, and so I don't even know how many months that, you know, has gone by, and here I am. Yeah, I think he's definitely faced a lot of foe, but none like me, and I think that this is my octagon. I'm going to own that octagon, you know, and I think he'll soon discover that this is the big leagues. Knocking on the door to being the UFC heavyweight champion again. I got this fight against Alistair, and this guy is not going to stand in my way. There's no way in hell that I'm going to let that happen. Ce combat était un risque, mais un risque qui en valait la peine. Lorsque la porte de la cage s'est fermée, Overeem a montré ses compétences en matière de frappe et ses redoutables genoux. Il a maintenu Lesnar à distance avec de puissantes frappes de jambes et des coups précis, jusqu'à ce que l'un des genoux d'Overeem atteigne proprement le milieu de Lesnar, changeant l'expression faciale américaine. Lesnar n'a pas pu résister à l'assaut d'Overeem qui a suivi et a finalement chuté sur le tapis après avoir reçu un coup de pied brutal au corps. L'arbitre est intervenu pour arrêter le combat au premier round, déclarant Alistair Overeem vainqueur par TKO. Et lors de l'interview d'après-combat, il a dit ceci. I've had a really difficult couple of years with my disease, and I'm going to officially say tonight was the last time you'll see me in the octagon.
Pour une période, on pouvait vraiment croire en cela. En 2012, Brock Lesnar est revenu à la WWE et Vince McMahon a joyeusement accueilli son ancien employé alors que son succès dans les arts martiaux mixtes continue à être largement discuté. Mais cette fois, il y avait des conditions spéciales. Lesnar est devenu un lutteur à temps partiel, une personne qui ne peut pas performer toute l'année et qui a un horaire libre. En plus de cela, il a eu l'occasion de co-diriger et de gérer sa carrière avec les bookers qui décident personnellement avec les patrons de ce qui arrive à chaque lutteur. De retour à la lutte, Brock a obtenu un nouveau gimmick, une bête violente et impitoyable avec une expérience en MMA qui détruit tout sur son passage. I'm not a superstar. I'm an ass kicker. I am Brock Lesnar. That's it. Son premier match en 8 ans à la WWE a eu lieu à Extreme Rules 2012 où il a perdu contre Cena dans un No Holds Barred, ne respectant pas les lignes contractuelles PG à l'époque. Plus tard, il a eu des conflits avec Triple H qui occupait le poste de CEO de la WWE et a refusé à Lesnar de lui signer un contrat, ce qui a conduit Lesnar à briser le bras de Triple H avec un Kimura Lock lors d'un épisode de Raw. Après s'être remis de ses blessures, Triple H a défié Lesnar pour un match lors de SummerSlam 2012, que Lesnar a remporté en brisant une fois de plus le bras de Hemsley. Triple H a ensuite remporté une revanche à WrestleMania 29, mais Lesnar a pris le dessus dans leur match décisif lors d'Extreme Rules dans un match en cage. Plus tard cet été-là, Lesnar a attaqué CM Punk, un autre client de Paul Heyman, et Heyman lui-même a trahi Punk lors de Money in the Bank en juillet de cette année-là. Cette trahison a mené un affrontement entre la bête et le meilleur du monde pour SummerSlam dans un match sans disqualification que Lesnar a remporté rapidement. Après quelques mois d'absence, Lesnar est revenu à la fin de 2013 pour tenter de s'insérer dans la course au titre de la WWE. Il s'est retrouvé confronté à Mark Henry que Lesnar a brutalisé lors de 2 épisodes consécutifs de Raw. Le Big Show est intervenu, ce qui a conduit Lesnar à vaincre son vieil ennemi au Royal Rumble 2014 dans un match assez bref. Peu de temps après, Lesnar a croisé à nouveau le chemin d'un autre vieux fantôme, l'Undertaker, mettant en place un match emblématique à WrestleMania 30 à la Nouvelle-Orléans. Cela a conduit à l'un des moments les plus choquants de l'histoire du catch lorsque Brock Lesnar a brisé la streak légendaire de l'Undertaker à WrestleMania, une série qui semblait intouchable en lui infligeant 3 F5. Ce résultat stupéfiant a suffi à Lesnar pour retrouver sa place dans la course au titre. Arrivé à SummerSlam 2014, Brock Lesnar pulvérise le champion John Cena au rythme de plus d'une douzaine de German suplex, remportant un match incroyable à sens unique pour capturer son premier championnat de la WWE en plus de 10 ans. Après avoir perdu contre Cena par disqualification le mois suivant à Night of Champions, Lesnar a disparu complètement de la WWE, son emploi du temps plus léger lui permettant de laisser la compagnie sans champion du monde pendant de longues périodes. Il a conservé le titre dans un match triple menace contre John Cena et Seth Rollins au Royal Rumble 2015, la même nuit où Roman Reigns a remporté le Royal Rumble match de 30 hommes. Lesnar a ensuite été défié par Reigns à WrestleMania 31 dans un combat intense et sanglant, interrompu par Seth Rollins qui a encaissé sa mallette Money in the Bank. Lesnar a perdu son titre sans être impliqué dans la décision lorsque Rollins a attaqué son ancien coéquipier du Shield pour capturer le championnat WWE dans une fin dramatique pour le champion. Le lendemain à Raw, Rollins a refusé à Lesnar une revanche, provoquant la colère de Lesnar qui s'en est pris à l'équipe de Ringside. Il a écrasé Booker T et JBL sur la table des commentateurs avant de se transformer involontairement en quelque sorte en un babyface en lançant Michael Cole dans le ring avec un F5. Après une période de suspension de kayfabe pour ses actions, Lesnar est revenu lors d'un événement spécial Beast in the East à Tokyo au Japon, où il a vaincu Kofi Kingston dans un match assez court mais pas aussi court que celui qui arrivera dans les prochaines années. Il a ensuite affronté Rollins pour le titre à Battleground le mois suivant et bien qu'il ait semblé avoir le match en main, il a été attaqué soudainement par l'Undertaker. À la suite de ça, Lesnar a perdu contre l'Undertaker de manière controversée à SummerSlam 2015. Mais il est revenu pour le battre lors d'un violent Hell in a Cell 2 mois plus tard, marquant 13 ans après leur guerre à No Mercy. À ce stade, Lesnar n'a pas réussi à se réinsérer dans la course au titre WWE. Mais il a remporté un combat unilatéral contre Dean Ambrose dans un Street Fight match relativement tranquille à WrestleMania 32. Un match décevant pour Dean Ambrose, actuellement Jon Moxley du côté de l'AEW, qui voulait un match sanglant lui rappelant ses origines de niche à la CZW et à ses débuts dans le catch. Un souhait que Lesnar ne partageait pas du tout, car pour lui ce n'était ni le lieu ni l'endroit pour faire ce genre de match et avait également sa petite idée derrière la tête quant à son avenir au sein de la compagnie. I was put on this earth to seek and destroy and to hurt people. Is that sadistic? Maybe to some people. Mais ce qui a choqué le public à l'été 2016, I picked up the phone, I called Dana White and said, listen, if there was any time for Brock Lesnar to come back, it would just make sense that it would be for UFC 200. Why are you going back in the octagon for UFC 200? Because I couldn't live with that decision.
I don't want to be sitting 20 years from now saying, you know what, son, you should have went and did that. That chapter of my life, I didn't like the way the chapter ended, so I couldn't continue the book and move forward. 5 ans plus tard, Brock Lesnar est revenu dans l'octogone le 9 juillet lors d'un tournoi anniversaire de la meilleure ligue du monde. Il affrontait le combattant classé 8e et redoutable artiste du chaos Mark Hunt. Well, I think it was like day 49 after I left. Like, I can't remember the exact hour. I feel awesome. Why does it matter? I'm here. Yeah, it was now or never. You know, it was if you're going to do it, you know, do it before it slips away. You know, it's been 5 years and it's been a long time. I feel great. I feel like a kid again. I feel really good. I'm excited about this, and training camp has gone so well. Everything's just great. Everything's lining up. Lorsque le tournoi a eu lieu, Brock Lesnar a battu Mark Hunt par décision unanime. Il a pris confiance en amenant le Samoan au sol, en le contrôlant au sol et en utilisant le ground and pound. Au début, il semblait que la bête n'était pas là juste pour une seule performance, mais sérieusement considérée pour revenir dans la course au titre. I believe any man can do whatever he wants if he puts his mind to it. I've been out of this game for 5 years, and I stepped back in the cage and trained for six weeks, and you know, I think I put a good beating on Mark Hunt tonight. I think anything's possible, ain't it? Il n'était même pas nécessaire de spéculer. Quelques semaines après le tournoi, l'agence antidopage annonçait que Lesnar avait échoué au test antidopage, les résultats de son test montrant l'utilisation de clomifène, ce qui a conduit à l'annulation du résultat du combat contre Hunt. Après ça, Brock a été condamné à une amende de $250 000 et suspendu pendant 1 an pour participer au pool de test. Depuis lors, il continue de performer dans la principale organisation de lutte et de gagner beaucoup d'argent en divertissant les fans encouragés tous les quelques mois. Certes, il y a eu des moments où nous avons été proches du retour de la bête dans l'octogone, comme sur cette séquence vidéo. Hey, I'm here with Big Brock Lesnar right after the SmackDown. How you feeling, bro? Good, man. That was a lot of fun. My first time getting to watch him do his thing, and he was a beast out there. The people loved him. Thank you. Yeah, good time. Brock Lesnar. If you want to know what it feels like to get your ass kicked by a guy who weighs 40 pounds less than you, meet me in the octagon. Brock Lesnar just told the AP, be careful what you wish for, young man. Well, Brock Lesnar, first of all, you know, I haven't talked to Brock Lesnar. Even if he came back USADA, he's got to wait 6 months and be on the program for 6 months. So he'll fight somebody before that. I don't know who right here off the top of my head, but he'll fight again. Listen, I'm interested in whatever interests the fans. You know, Brock Lesnar is always interesting. Let me tell you something. I walked into this building and watched the heavyweight disasters from the beginning. Nagano's a piece of shit. Miocic's a piece of shit. DC, I'm coming for you. Mais à la fin, quelque chose allait toujours mal et nous ne verrons pas un autre combat avec Brock Lesnar. Le mois suivant son retour à la WWE, il a vaincu Randy Orton lors de SummerSlam 2016 par arrêt de l'arbitre après qu'Orton eut perdu une quantité alarmante de sang suite à quelques coups de coude non retenus de Lesnar. Par la suite, Lesnar a défié son vieil ennemi Goldberg pour un match lors des Survivor Series 2016. Lesnar ne semblait pas prendre cela très au sérieux alors que Goldberg, toujours aussi puissant, l'a abattu en à peine plus de 90 secondes, créant une énorme surprise. Cette défaite contre Goldberg hantait Lesnar jusqu'à ce qu'il le batte pour le titre universel à WrestleMania 33 après un match très divertissant mais court de 5 minutes. Ensuite, Lesnar a défait Samoa Joe, Braun Strowman, Roman Reigns et AJ Styles dans des matchs successifs jusqu'à la fin de 2017 avant de battre Roman dans le match principal de WrestleMania 34 pour conserver le titre. À ce stade, Lesnar était champion depuis un peu plus d'1 an et après avoir survécu un match de cage contre Reigns au Greatest Royal Rumble, Lesnar devait l'affronter une fois de plus à SummerSlam. Dans le cadre de la storyline, Lesnar a clairement montré son mépris pour la WWE et ses fans, ce qui n'a pas exactement attiré le soutien de la foule derrière Reigns comme prévu. Néanmoins, Roman a battu Lesnar pour le titre à SummerSlam 2018, mettant fin à son règne monstrueux de 504 jours. Malheureusement, Roman Reigns a dû laisser vacant le titre 2 mois plus tard après avoir révélé une récurrence de la leucémie. Et Lesnar a ensuite battu Braun Strowman pour le titre à Crown Jewel, puis a vaincu Daniel Bryan et Finn Balor. Il a finalement perdu le titre contre Seth Rollins lors du match d'ouverture de WrestleMania 35, tombant victime d'un coup bas et de multiples curb stomps de Rollins.
Lesnar a trouvé un chemin vers un match revanche en gagnant étonnamment le Money in the Bank ladder match qu'il n'était même pas censé disputer. Il a en quelque sorte transformé cela en une sorte de radio portable pendant un moment avant de l'encaisser sur un Rollins épuisé à Extreme Rules pour récupérer son titre. Ce règne n'a toutefois duré que 28 jours, Rollins reprenant rapidement le titre lors du main event de SummerSlam 2019. 2 mois après avoir perdu son titre, le 17 septembre à SmackDown Live, il effectue son retour après 3 ans d'absence dans ce show et défie immédiatement Kofi Kingston dans un match pour le titre de la WWE lors du premier épisode de SmackDown sur la Fox le 4 octobre, et Kingston accepte puis subit un F5 de la part de la bête. La semaine suivante, il redevient champion de la compagnie en battant Kofi Kingston en moins de 10 secondes avec un F5, remportant le titre pour la 5e fois. Une humiliation pour le règne de Kofi qui avait été si bien mené par l'équipe créative de la compagnie jusqu'à son moment final au WrestleMania. Mais peu importe, le choix avait été fait en raison de l'arrivée du show bleu sur la Fox, apportant un champion au look plus dominant, dans le but qu'une personne lambda tombe sur la chaîne et adhère au programme. Après le match, il est attaqué par Cain Velasquez, son vieux rival de l'UFC qui a mis un terme à sa carrière en MMA. Il s'affronte à Crown Jewel où Lesnar conserve son titre en battant Velasquez par soumission en 2 minutes avec un Kimura Lock. Il parviendra également à conserver son titre contre Rey Mysterio au Survivor Series dans un No Holds Barred match. Arrivé au Royal Rumble, Lesnar, sûr de sa domination, se met en tête d'entrer en première position dans le Royal Rumble match en tant que champion et de repartir en tant que tel, s'assurant ainsi une soirée loin de l'événement principal de la compagnie à WrestleMania. C'était sans compter sur le guerrier écossais Drew McIntyre, déterminé à accéder au titre qu'il cherche à conquérir depuis son départ de la compagnie et à devenir enfin le Chosen One. Lesnar parvient à éliminer successivement 13 autres catcheurs, établissant ainsi le record d'élimination dans un match au Royal Rumble, avant d'être lui-même éliminé par le futur gagnant, Drew McIntyre, aidé par un low blow du talentueux Ricochet. Pour réparer cet affront, Lesnar affronte Ricochet à Super Showdown et l'écrase évidemment en 30 secondes. Mais son plus gros défi restait à venir, car McIntyre était encore sur son chemin et voulait repartir champion. Arrivé à WrestleMania, après moins de 5 minutes, l'Écossais vient à bout de la bête et devient pour la première fois de sa carrière champion de la WWE. Et on apprendra peu de temps après que c'était en fait son dernier match au sein de la compagnie. Le 21 août 2021 à SummerSlam, de manière inattendue, il effectue son retour après 1 an et demi d'absence avec un nouveau look et en tant que face, et fait face à Roman Reigns qui a conservé son titre universel de la WWE en battant John Cena. S'ensuit immédiatement une rivalité très différente de celle des années passées qui semble idyllique avec un Reigns enfin dans son élément en tant que heel et un Lesnar complètement en roue libre, visiblement très content de son retour au sein de la fédération. Les deux hommes s'affronteront à Crown Jewel, mais Lesnar ne remporte pas le titre universel de la WWE, battu par le Samoan qui a reçu l'aide des Usos. Désireux de revenir au sommet, Lesnar s'immisce dans le match pour le titre de la compagnie détenue par Big E. Et le 1er janvier 2022 à Day One, il redevient champion de la WWE en battant Big E, Bobby Lashley, Kevin Owens et Seth freaking Rollins dans un fatal 5-way match remportant le titre pour la 6e fois. Au Royal Rumble, il remet son titre en jeu face à Bobby Lashley et perd son titre, à la suite d'une intervention extérieure de Roman Reigns et Paul Heyman qui le trahit pour revenir aux côtés de son chef tribal. Et plus tard dans la soirée, il entre dans le Royal Rumble masculin en dernière position et le remporte après avoir éliminé successivement Randy Orton, Bad Bunny, Riddle, Shane McMahon et Drew McIntyre, s'assurant ainsi de prendre sa revanche face aux Samoans. Il arrive également à intégrer l'Elimination Chamber et redevient champion de la WWE, remportant le titre pour la 7e fois de sa carrière. S'ensuit alors la conclusion d'une énorme rivalité construite sur plusieurs années à WrestleMania 38 en laissant son titre à Roman Reigns dans un winner takes all match. D'abord détesté par les fans de catch à chaque affrontement, la situation se retourne avec le changement d'attitude du Samoan et le face turn de la bête, marquant cette rivalité à jamais. Il fait finalement son retour le 17 juin à SmackDown après 2 mois d'absence en confrontant le Samoan avant de lui porter un F5 ainsi qu'au cousin de ce dernier. Lesnar obtient une ultime chance à SummerSlam mais il ne remporte pas les titres unifiés de la WWE battu par Roman Reigns dans un last man standing match avec l'aide de la Bloodline dans un match très controversé. À Crown Jewel, Lesnar bat Bobby Lashley dans un match impressionnant où on sent enfin un Brock Lesnar investi et très content d'être à la WWE. Leur rivalité se poursuit au Royal Rumble où Bobby élimine Lesnar, le privant ainsi de la possibilité d'accéder à WrestleMania. Lesnar met finalement fin à leur guerre à Elimination Chamber en portant un low blow à l'Almighty et perd par disqualification avant de l'attaquer avec 3 F5. Ensuite, il affronte le nouveau poulain de MVP, Omos, à WrestleMania 39 dans un match franchement sympa où Lesnar fait un travail exceptionnel pour mettre en valeur le Nigérian. Le lendemain à Raw, Lesnar se désigne pour être le partenaire de Cody Rhodes dans un match contre Roman Reigns et Solo Sikoa. Mais plus tard dans la soirée, il effectue un heel turn en attaquant Cody, le faisant passer à travers la table des commentateurs, le tabassant avec une chaise et lui portant 3 F5 sur les marches en acier. S'en suivront 3 matchs d'anthologie qui mettront en valeur les deux hommes. Leur premier affrontement a lieu à Backlash avec une victoire de l'American Nightmare, suivi d'une victoire de Lesnar à Night of Champions où il prend sa revanche en battant son adversaire par soumission, pour finalement s'incliner de nouveau face à Cody à SummerSlam. Après le combat, Lesnar serre la main de son adversaire, lui fait une accolade et lui soulève le bras en guise de respect.
Un événement non prévu dans le match qui prouve la sincérité et la joie de Brock d'avoir partagé le ring avec le désormais champion indiscuté de la compagnie. À la suite de ça, Lesnar disparaît des écrans pendant un certain temps, comme à son habitude, et devait faire son grand retour lors du Royal Rumble 2024 pour affronter Gunther à WrestleMania. Mais tout bascule en janvier 2024 lorsqu'il est accusé d'être impliqué dans une affaire de trafic sexuel. Quelques jours plus tard, il est écarté des plans créatifs de la compagnie et est retiré du jeu WWE Supercard, subissant le même traitement que Chris Benoit ou Vince McMahon. Toute trace de Brock Lesnar liée à la WWE est alors effacée. Aujourd'hui blanchi et réintégré au roster après une année complète, la WWE a repris la promotion de moments marquants de sa carrière sur les réseaux sociaux. Des rumeurs circulent selon lesquelles la bête pourrait effectuer un retour tant attendu lors du Royal Rumble 2025 pour le plus grand plaisir des fans. Bar none, like the best. Hey, don't break the table, obviously. I just break shit. Sorry, man. It's around here. Yeah, but dude, I started like I was fighting as a kid. Like so, we didn't like my older brothers. No joke, and if you like, you know, the local people from Webster, South Dakota will tell you the Lesnar family were fighters, and so I grew up 6 years younger than my two older brothers who were getting out of jail on Monday mornings to go to school because of street fights and you know. So I grew up with that stigma. We went to street dances. I went there to fight. Like that's what we did. That's what I did anyway. And then it was girls after that. Maybe I'll have a couple drinks. Yeah. Brock Lesnar est un athlète unique en son genre à tout égard. Durant ses années d'étudiant, il est devenu champion de lutte, puis grâce à son charisme et à son athlétisme, il a attiré l'attention de la promotion de lutte populaire et en est devenu la star. Par la suite, il a traversé une quantité incroyable de défis qui l'ont finalement rendu meilleur. Il s'est lancé dans les arts martiaux mixtes et a réussi à conquérir le championnat poids lourd avec 2 défenses et même maintenant à 46 ans, il est en parfaite forme physique et continue de performer au plus haut niveau. Il a eu une vie difficile mais elle l'a fait devenir le guerrier qu'il est encore aujourd'hui. Tout ce dont il a rêvé s'est finalement réalisé. Il a une grande famille aimante, une immense ferme, beaucoup de zéros sur son compte bancaire et une vie saine et c'est ce qui compte le plus. Qui sait ce que sa carrière aurait pu être à l'UFC s'il n'avait pas été malade. Mais dans tous les cas, Brock Lesnar est un athlète légendaire, un sportif et un artiste dont l'histoire peut servir d'exemple à tout le monde. Honestly, it's gone so fast and it's been... I've separated myself from this life, you know, with my family and kids, and so it's like I'm like Superman. When I leave the house, I put on a whole nother, you know, face and aura, and I get home and I just check out, and so it's like now we're 23, 25 years into this, aging myself like holy crap.